Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du DH20 2024, le classement des 20 meilleurs joueurs du Dunk Hebdo NBA podcast. Nous allons continuer à dérouler notre classement en allant aujourd'hui de la 16e place à la 8e. Après l'entrée la semaine dernière, aujourd'hui c'est le plat de résistance. Et pour continuer à parler de ce classement annuel dont on vous parle toute l'année, j'ai avec moi presque la quasi-totalité de l'équipe qui était là la semaine dernière. J'ai donc avec moi Adrien, Constant et Tom. Allez, on n'est que 4, on a le temps, on prend un peu plus le temps. On va commencer par toi Adrien. Comment ça va aujourd'hui? Adrien, est-ce que tu t'es remis de la première partie? La première partie, oui, évidemment, parce que là, comme tu dis, on a un peu plus de monde. Aujourd'hui, il va y avoir un peu plus de gens, donc il y aura un peu plus de choses, donc il faut être bien préparé. Ça va. Alors évidemment, c'est un peu la fin des vacances aussi en termes de temporalité. Un peu plus fatigué, on enregistre en fin de semaine. On n'en dit pas plus, mais prêt à en parler. Voilà. Il y a des cas qui vont intéresser plus certains fans que d'autres, mais voilà, ça reste intéressant pour l'ensemble des noms. Moi, m'intéresse, donc on va voir. On va voir. Clairement, on ne sera pas sur une répartition égalitaire du temps de parole sur chaque joueur. Voilà, il y a des joueurs sur lesquels on va passer plus de temps. Constant, est-ce que tu es d'accord quand je parle de plat de résistance? Est-ce que c'est celui-ci des 3 épisodes DH20 le plus... Alors, on peut un peu tout dire. Celui-ci qui amènera le plus de débats, celui qui amènera le plus d'incompréhension aussi, peut-être. Ouais, c'est une superbe transition parce que je voulais dire, c'est le deuxième épisode et comme dans beaucoup de sagas qui sont constituées d'une trilogie, c'est souvent le deuxième épisode le meilleur. Donc l'Empire contre-attaque, les deux tours, Mad Max 2, voilà, il y a plein de Shrek 2, il y a plein de situations où le deuxième est meilleur que le premier. Donc oui, effectivement, ça risque d'être l'épisode le plus dense, ça risque d'être l'épisode où on va peut-être s'attirer le plus de foudre, ça risque d'être l'épisode où on risque d'être le plus en désaccord entre nous, les 4 personnes de la team Dunk Hebdo, mais forcément, dès qu'il y a un petit peu de désaccord, c'est risque d'être l'épisode où il va y avoir le plus de débats et peut-être, du coup, l'épisode qui sera le plus intéressant à écouter pour nos chers auditeurs et nos chères auditrices. Tom, est-ce que tu es plutôt Empire contre-attaque, Shrek ou Mad Max du coup? Aucun des deux. Non. Aucun des deux. Mais bon, après, écoute. Mais ça va, en tout cas, prêt à débattre, à discuter avec vous de cette partie intéressante du DH20, une des parties où, comme vous l'avez dit, qui va être assez chargée, où il y aura pas mal de débats, d'échanges, où on n'est pas forcément d'accord, même si ça se tient à des petites nuances. Effectivement, c'est le moment parfait, Tom. Je me glisse dans ce que tu as dit. Quand on met un joueur 13 et un joueur 14, on ne dit pas que le joueur 13 est 50 000 fois meilleur que le joueur 14. En particulier, on va beaucoup en parler aujourd'hui quand on insère ces deux joueurs-là dans le même tiers. Voilà, on sous-entend que on est sur deux joueurs d'un niveau semblable et qu'à un moment, il a fallu faire un choix. Mais en tout cas, ça se joue à très très peu. Je pense que c'est important de préciser ça parce que chaque année, on nous dit un tel de pour un tel. Oui, mais encore une fois, il faut préciser que ça se trouve, le A est devant B dans 3 classements, mais B est devant A dans 2 autres, etc. Donc voilà, c'est toujours important de le rappeler. J'en profite de cette intro pour vous remercier parce que l'épisode numéro 1 a explosé tous les records. Donc merci beaucoup d'avoir accueilli ce numéro 1, ce premier épisode du DH20 2024 avec autant de ferveur. On vous remercie. Pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner également sur YouTube. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter. Et dernière chose, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message audio pour réagir. C'est SpeakPipe. On le met encore une fois dans la description. Et puis, on ne sait pas encore comment on va gérer SpeakPipe, mais on vous tiendra au courant dans les semaines qui viennent. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui, je l'ai dit, 16 à 8. On va remonter des profils plus ou moins intéressants sur lesquels on va plus ou moins s'arrêter. Et le premier, je vous annonce que ça sera peut-être un des plus tendus. Alors, on va démarrer tout de suite. Du coup, pour débuter ce deuxième épisode, il est nécessaire de rappeler le classement. Alors, très important, si vous nous découvrez à l'occasion de cet épisode, on vous invite vraiment à aller écouter le premier. Certes, il est long, certes, il fait presque 2 heures, mais d'un côté, ça vous permettra en première partie d'écouter nos critères. C'est-à-dire, s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est aller écouter nos critères, le rappel du fonctionnement du DH20 et surtout découvrir les joueurs qui n'ont pas été considérés, les joueurs qui ont raté le coche de très très peu. Rappel du classement qui s'affiche encore une fois. Je le rappelle du coup aussi pour nos amis qui nous écoutent en podcast. À la 21e place, nous avions donc Ja Morant, 20e Jaylen Brown, 19e Victor Wembanyama, première pour lui dans le DH20, 18e
Tyrese Haliburton. Première pour lui dans le DH20. 17e, Bam Adebayo. On enchaîne, et je tiens à préciser quelque chose avant de te donner la parole, Adrien. On entre maintenant sur des joueurs qui sont présents dans tous les DH20. C'est-à-dire que les 16 joueurs qui vont être abordés à partir de maintenant, ils sont présents partout. Pas à la même place, bien évidemment, mais ils sont présents chez tous les membres du podcast Dunk Hebdo et également chez le public. Donc allons-y, 16e place. Alors je prends la parole, je vous cache pas, c'est pour que Ben puisse respirer un peu après toute cette intro et pour pouvoir parler du 16e, le 16e du DH20 2024, après tous les votes de l'équipe et des auditeurs, c'est Jimmy Butler. Jimmy Butler qui était 9e en 2020, 13e en 2021, 9e en 2022, qui fait un peu l'ascenseur, 5e l'année dernière et donc dégringolade 16e cette année. Et un indicateur important, Ben l'a souvent fait remarquer dans l'épisode précédent, c'est le pourcentage des bulletins exprimés avec le nom de Jimmy Butler. L'année dernière, il y avait 98% des bulletins exprimés. Cette année, seulement 55%, donc beaucoup moins, pratiquement la moitié des bulletins, en tout cas des votants qui n'ont pas voté pour Jimmy Butler dans le DH20. Donc on est, tu l'as un peu annoncé dans l'intro, hein Ben, sur un profil polarisant de cette année, Jimmy Butler. Quelqu'un qui baisse de niveau. Alors après, peut-être il y avait eu une année exceptionnelle l'année dernière. Où on se situe, comment on se retrouve avec Jimmy Butler à la 16e place, sachant que toi, donc, tu l'avais 17e. Alors oui, Jimmy Butler, c'est un peu la victime de plusieurs choses. Pour moi, d'abord, de mes changements de critères. On vous invite à aller écouter l'épisode précédent. J'ai parlé cette année d'une volonté de mettre en avant les creux de performance, en tout cas de sanctionner plus durement les creux de performance. Et quand j'ai mis ça en avant, c'est aussi une réaction à mon classement de Jimmy Butler de l'année dernière. En fait, parfois, ce que je fais après 2-3 mois de saison régulière, c'est que je retourne voir mon DH20. Et après quelques matchs, je me dis, bon, qu'est-ce qui me plaît pas vraiment? Et j'ai trouvé la place de Jimmy Butler un peu excessive, un peu haute. Mais en fait, au cours de la saison, il y a une question qui m'a de plus en plus animé en regardant Jimmy Butler, c'est est-ce que Jimmy Butler est vraiment une première option viable d'une équipe qui vise le titre en 2024? C'est une question que je me suis vraiment posée. Pourquoi? Parce qu'en fait, en termes de volume, là, on commence à atteindre un stade critique sur Jimmy Butler. En gros, si on prend certaines stats, alors, il y a beaucoup de stats qui sont prises en compte, l'usage, etc. Moi, il y a une stat que j'utilise beaucoup, j'ai beaucoup utilisé, notamment durant les playoffs, c'est celle des scoring possessions. C'est donc les possessions qui se terminent par un tir, manqué ou réussi, un turnover ou un lancer franc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas comparé Jimmy Butler à Mason Plumlee. Hein, j'ai pas fait ça. J'ai comparé Jimmy Butler à tous les joueurs qui avaient participé à un DH20 depuis le début du DH20, depuis 2020. Ça nous donne 104 noms. En fait, donc il y a 104 saisons avec laquelle je peux comparer celle-ci de Jimmy Butler. Sur 104 saisons, en termes de scoring possession, il est 102e. Les deux seules saisons qui sont en dessous de la sienne, ce sont sans surprise 2 saisons de Chris Paul, en 2020 et en 2022. Il se retrouve du coup dans ce classement-là au milieu de beaucoup de joueurs qui sont des passeurs. Donc Jimmy Butler a certes cette qualité de passe, mais il n'a pas la qualité de passe comparable à un Chris Paul ou à un Tyrese Haliburton qui est juste au-dessus de lui. Et en fait, j'ai aussi été regardé en termes de charge offensive, la fameuse stat de l'offensive load. Et bien, sur les 102 saisons qui existent dans les DH20, il est 99e. Et les joueurs qui sont en dessous de lui, c'est Anthony Davis et Bam Adebayo. Donc, j'ai un vrai problème au niveau de la charge de Jimmy Butler. Certes, ça a toujours été le cas, mais là, on atteint un stade critique. On atteint un stade d'autant plus critique que je suis un peu plus sceptique sur les progrès en termes de tirs à 3 points. Il prend 145 tirs à 3 points dans la saison. Certes, il a beaucoup de pourcentage de réussite, mais il y a 229 joueurs NBA qui ont pris 145 tirs à 3 points. Le volume n'est pas encore assez suffisant. Dernière chose, je fais long. Il y a le côté physicalité. Il a un jeu extrêmement physique, Jimmy Butler. C'est un joueur qui se blesse régulièrement en playoff. Enfin, il a régulièrement été blessé en playoff. À quel point il est capable de répéter ça? Donc, dans un nouveau DH20 où moi, j'ai voulu mettre en avant la régularité sur 82 matchs et en plus, bien évidemment, en donnant un petit apport supplémentaire au playoff, Jimmy Butler, il est redescendu parce que je suis pas sûr que je lui fasse plus confiance que les joueurs qu'on va retrouver au-dessus sur l'intégralité d'une saison régulière. Bien. Je reprends la parole, je pense. On va faire ça comme ça, puisque c'est moi qui l'ai le plus haut cette année. Enfin, égalité avec Tom. Hein. Je vois que Tom, tu l'as aussi 12e comme moi. Bon, tout ce que tu as dit, vrai, tout le monde peut le constater. Juste pour parler d'abord sur l'usage, en tout cas sa charge. Bon, moi, j'y vois déjà une excuse, pas forcément, mais une explication. Il y a quand même beaucoup de choses. À Miami, ils ont voulu réintégrer Tyler Hero. Donc, il y a vu son usage, lui, exploser. Ils ont beaucoup essayé avec Duncan Robinson, avec Bam. Il y a aussi l'addition de Terry Rozier dans tout ça. Donc, forcément, ça a eu une influence. Je trouve que
Alors, je ne vais pas en dire que c'est une qualité, notamment quand on arrive au DH20, mais en tout cas, c'est une des capacités de Butler de justement avoir une certaine scalabilité juste sur sa charge offensive qui voilà, c'est pas tant pour moi un point très négatif. Par contre, il faut quand même dire que sa saison est moins bonne que l'année dernière, c'est évident. Chez moi, il recule de 3 places. Ce qui m'inquiète le plus chez lui, c'est plus comment dire, les statistiques de son playmaking défensif, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a son pourcentage d'interception qui a baissé. Il était évidemment centième centile l'année dernière. Il est passé à 83e. Donc, on est encore dans l'élite, hein, si on veut, mais on était au top au niveau de Jimmy Butler. Pareil sur le rebond offensif. C'est des indicateurs notamment de son explosivité, je trouve, et de son physique. Et on voit, au-delà des blessures dont tu viens de parler, que peut-être que physiquement, ça devient un peu plus compliqué. Il commence à rentrer. En tout cas, chez moi, il est dans le tiers que j'ai appelé chez moi le tiers des vieux. Il est rentré là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit un début de déclin physique qui pourrait, qui est un indicateur un peu inquiétant, on va dire. Après, voilà, c'est vrai que le tir est efficace, même si tu l'as dit, le volume est différent. Il est toujours très efficace au cercle. Et puis, reste. Alors là, c'est un biais, forcément. On a tous nos biais, notamment dans ce classement. Moi, j'aime beaucoup Jimmy Butler. Il y a ces intangibles avec Jimmy Butler. Tu as l'impression que peu importe les années à Miami, ils sont tous prêts à aller à la guerre avec lui, avec Jimmy Butler. Et pour moi, il est au fond, voilà, tu parlais de la question des options 1, notamment pour ça, qui est difficilement quantifiable, qui est en plus relatif. Il y a des gens qui vont y croire à ça, d'autres non. Voilà, pour moi, ça, c'est quand même un intangible que j'ai envie de valoriser. C'est-à-dire que quand tu as Jimmy Butler en leader, en tout cas en leader moral, je vais appeler ça comme ça, eh bien, ça te donne quand même un premier élan pour ton équipe que je trouve positif, que j'ai un peu valorisé. Donc voilà, il est descendu un petit peu, mais je ne voulais pas non plus le sursanctionner, comme j'en parlais dans l'épisode 1, pour une moins bonne saison, même s'il y a des indicateurs qui ne sont pas hyper rassurants sur le fait qu'il pourrait retrouver le niveau je ne sais pas l'année dernière, mais en tout cas des 2-3 années précédentes. Moi, je suis assez d'accord avec la notion de volume de Ben. Alors, je l'ai pas pénalisé autant parce que pour moi, il y a encore pas mal de choses qui ont beaucoup de valeur du côté de Jimmy Butler. Je trouve qu'il a quand même joué plus de 2000 minutes. C'est que 100 minutes de moins que l'an dernier. Alors, ouais, je suis l'un des seuls à regarder en fait cette notion de minutes. Donc ça aussi, c'est propre à moi. Et aussi, toutes les saisons généralement de Jimmy Butler, et du 8, hein. Jimmy Butler, généralement, il a un positionnement au DH20 avant les playoffs et un positionnement au DH20 après les playoffs. Et cette saison, il n'a pas eu justement ces playoffs pour faire oublier qu'il a été un petit peu plus absent sur la saison régulière. Et par rapport à ce que tu disais, Ben, c'est vrai que on commence à être limite au niveau de la notion de la charge offensive et du volume, tout simplement parce que quand lui ne le fait pas, c'est des joueurs bien moins bons que lui du côté du hit qui le font. Et aussi, ça plombe globalement le niveau de l'équipe, puisque on est obligé de donner plus de responsabilités à des joueurs peut-être comme Tyler Hero, des joueurs comme Terry Rozier à la création offensive, qui sont de moins bons joueurs offensifs globalement que Jimmy Butler. Même Bam Adebayo cette année qui a pris un petit peu plus de charge offensive parce que Jimmy Butler l'a laissé et du coup il n'est pas il laisse plus cette notion de charge. Mais là où moi j'ai choisi de le garder un petit peu haut cette année, un petit peu plus haut cette année, c'est qu'il y a toujours la valeur de la création, notamment de la création de fautes. C'est un des joueurs qui en tout cas à sa position, qui crée le plus de paniers non assistés. C'est quelque chose auquel je donne beaucoup de valeur, et on en parlait aussi sur la notion de clutch quand tu disais que Ben, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, notamment dans le clutch. Tu peux pas choisir quel type de tir tu prends. Ben, Jimmy Butler, tu sais qu'il peut prendre un lancer franc à n'importe quel moment. Je vais juste revenir vers toi, Constance, qu'il y a un truc très intéressant dans ton DH20, c'est que on va parler beaucoup des tiers aujourd'hui. Tu as Jimmy Butler en haut d'un tiers qui est composé de, je remonte à l'inverse, hein, je remonte de la 21e place. Victor, Kyrie Irving, Zion Williamson, Tyrese Haliburton, Ja Morant et donc Jimmy Butler à la 16e place. On est sur les autres joueurs sont tous des joueurs qui ont été cités dans l'épisode d'avant. Ça veut dire quoi de la manière dont tu vois Jimmy Butler? En fait, c'était mon point d'introduction sur le débat de Jimmy Butler. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Jimmy Butler. J'économise du temps de parole pour d'autres profils après. Non, mais en fait, pour moi, le seul point intéressant sur le classement de Jimmy Butler dans mon DH20, c'est que il est sorti de mon tiers qui va de 16 à 15. Et c'est ça enfin de 5 à 15 d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que en soi, de le voir 16e ou 17e, bon, la chute est drastique parce qu'il me semble que l'an dernier, je l'avais 6e ou 7e, donc il perd quand même 10 places. Mais de voir qu'il sort du tiers avec plein de joueurs au-dessus, pour moi, c'est plus significatif que sa place en soi. Pourquoi je l'ai sorti
de ce tiers parce que, comme l'a très bien dit Tom, il y a un Jimmy Butler en playoff et un Jimmy Butler en saison régulière. Sauf que, comme on n'a pas eu de Jimmy Butler de playoff, on est obligé de se baser sur ce qu'on a vu en saison régulière. Et je trouve qu'on arrive à un stade où, un peu, et ça rejoint ce que tu as dit toi, Ben, ça rejoint un peu la manière de classer sur récompenser quand même ceux qui en saison régulière se donnent, qui portent une grosse charge offensive. Et je trouve qu'on arrive à un stade où, quand tu n'as pas de playoff et quand tu as une charge offensive aussi peu élevée que celle de Jimmy Butler comparée aux autres joueurs du dessus, pour moi, c'est pénalisant. Il y a un point que vous n'avez pas cité ou vous avez esquissé, c'est son adresse à 3 points. Moi, il y a un truc qui m'inquiète du côté de Jimmy Butler, c'est que, ça va être très analytique encore une fois, mais il est à 41% de réussite sur ses 3 points cette saison. Mais si vous prenez l'EFG+, donc, dans l'épisode sur les analytiques, vous avez très bien expliqué, mais c'est l'EFG, c'est pour mettre un peu plus en valeur le 3 points. 100, c'est la moyenne de la ligue. Si vous êtes en dessous, il a 98. L'an dernier, sans le 3 points, il était à 103. Donc moi, j'ai peur d'avoir une baisse de shot-making de Jimmy Butler qui a peut-être été un poil compensée par une augmentation au niveau du 3 points, mais au niveau du mi-distance, c'est pas ça. Et un point qui me fait le mettre plus bas cette année que ce qu'il était l'an dernier, sans même parler des playoffs, je trouve que c'est un joueur qui, l'an dernier, donc sur la saison 2022-2023, quand il y a énormément de blessés du côté de Miami, il prend la charge offensive. Il prend ses responsabilités. Là où je trouve que cette saison, lorsqu'il y avait des blessés, pour moi, c'est un joueur qui n'a pas su suffisamment élever son niveau de jeu, élever son usage pour permettre au Heat de sortir de cette zone du play-in dans laquelle ils se sont retrouvés une année de plus. Encore une fois, Jimmy Butler, sur la 2022-2023, lorsque quasiment tous les joueurs du Heat sont présents, il y a un volume qui est faible, mais par contre, quand il y a des blessés, il augmente. Et cette saison, je ne l'ai pas retrouvé chez lui. Donc si on cumule ça au fait qu'il n'y a pas de play-off, donc on ne peut pas juger sur le Jimmy Butler de play-off, pour moi, oui, on est dans une situation où l'âge fait qu'il y a quelques inquiétudes aussi. Et ce manque de volume, pour moi, absence de play-off plus baisse de volume comparé aux autres joueurs, font que, ouais, il se retrouve pénalisé parce que l'autre côté, tu as 10 joueurs au-dessus de lui qui sont là 82 matchs et qui ont une charge offensive bien plus élevée que ce que Jimmy Butler était capable de soutenir durant la saison. C'est vraiment ça, je te rejoins là-dessus. Moi, c'est un peu la passivité de Jimmy Butler qui parfois se met dans le corner et tout. Et effectivement, les playoffs ont souvent permis de, pas de cacher ça, mais en tout cas de voir ça sous un œil différent, sous un angle différent. Et là, c'est un peu compliqué dans un DH20. Encore une fois, je rappelle cet élément où beaucoup de joueurs ont beaucoup joué. En fait, ça, c'est une vraie différence. C'est que je trouve qu'un des grands avantages de Jimmy Butler sur le DH20 de l'année dernière, c'est qu'on a dû beaucoup extrapoler l'année dernière sur des joueurs qui avaient peu joué et qu'en gros, les hauts de Jimmy Butler, enfin, les sommets de Jimmy Butler sur la première série contre les Bucks, lui ont permis aussi de beaucoup gagner en place. Là où, ça te fait beaucoup rigoler, ça. Là où, cette année, beaucoup de joueurs qui jouent plus, une baisse de volume. Et moi, c'est vraiment, j'ai un peu c'est pas des seuils, mais là, en fait, on est dans le rouge dans beaucoup de seuils, en fait, avec Jimmy Butler, actuellement. C'est pas pour, excuse-moi, Constant, je te redonne la parole après, mais c'est pas pour moduler ce que vous dites, mais je pense que c'est un point important et qui risque de revenir dans cet épisode. Cette notion de contexte collectif. Je ne sais pas, chez Miami, c'est toujours un peu particulier parce qu'on focalise sur Jimmy Butler, mais c'est applicable au Heat de manière globale, cette histoire de Heat de saison régulière et de Heat de playoff. Et donc, qu'est-ce qui est dû à la façon dont Jimmy Butler joue, qu'est-ce qui est dû aux consignes ou en tout cas la manière de jouer, au plan de jeu d'Eric Spoelstra et à l'effectif qu'il y a autour de Jimmy Butler. Voilà, c'est des questions peut-être à mettre en perspective et dont on reparlera. C'est pour ça que moi j'essaie de pas trop sanctionner tout ça, même si évidemment tout ce que vous dites depuis tout à l'heure est bien pertinent. Mais en fait, pour expliquer, encore une fois, si vous arrivez sur cet épisode-là, réécoutez le premier épisode où on dévoile nos critères. J'avais dit d'entrée que j'allais valoriser les joueurs qui étaient capables de porter une grosse charge offensive sur leurs épaules, quitte à ce que ce soit au détriment de l'efficacité sur certains points. Et on en parlera beaucoup, je pense, pour certains joueurs, notamment un en particulier. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que pour le cas de Jimmy Butler, quand vous avez le Heat en 2021-2022 qui termine premier de la conférence Est et quand vous avez le Heat en 2023-2024 qui termine 8e de la conférence Est, c'est le même usage pour Jimmy Butler. Et moi, c'est un truc qui me pose énormément de problèmes. Je suis totalement d'accord, c'est la même saison en fait. Et dernière chose, c'est un des joueurs sur lesquels on va passer plus de temps, mais on risque d'être un peu plus expéditif sur celui d'après. Avec Jimmy Butler, mon petit souci, c'est qu'on parle beaucoup du contexte Miami qui est un peu particulier, mais moi j'aimerais qu'on parle parfois du contexte de la conférence
Est dans laquelle un ailier peut pas se permettre, ou un franchise player, un mec DH20 à l'Ouest peut pas se permettre d'avoir les 4 ou 5 semaines qu'a Jimmy Butler annuellement. Congé payé. En fait. Ouais, parce que il aurait collectivement, ça aurait des conséquences assez dramatiques. Eh bien, refermons le chapitre Jimmy Butler et ouvrons le chapitre, on risque d'être un peu plus rapide, le chapitre Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui est donc 15e de ce DH20. Il avait été 19e en 2020, 17e en 2021. Non classé, ça m'a surpris en refouillant un petit peu dans les archives. Non classé en 2022, il était revenu 14e en 2023. Et là, les gars, c'est extrêmement marrant. Donc, 2023, Donovan Mitchell, 16e chez les auditeurs, 73% des bulletins exprimés. 16e, 73. 2024, 16e, 72. Voilà, donc on est sur une stabilité assez folle. Adrien, tu l'as 13e, je l'ai 12e, Constant la 15e, tout comme Madiane. Tom la 14e, le public la 16e. Tom, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu un petit mot sur Donovan Mitchell. Est-ce qu'on est sur ces joueurs? On a parlé un peu de la précarité de certaines places. Est-ce qu'il s'en est sorti de cette précarité-là, Mitchell? Totalement, pas totalement. Après, je pense que il se maintient, mais ça veut pas dire que s'il a pas progressé, en fait. Et c'est là, c'est-à-dire que il est à des places tellement précaires où s'il avait été le même que l'an dernier, je pense qu'il serait sorti du DH20, notamment avec des joueurs qui sont rentrés cette année. Mais je trouve que c'est un joueur qui a fait la meilleure saison de sa carrière, hein, je pense, hein, globalement, avec les Cavs. Il les a portés, il a su justement augmenter sa charge offensive quand il y a eu justement cette perte de Darius Garland. Quand Mobley n'était pas là, il a tenu l'équipe à bout de bras aussi avec Jarrett Allen. Et on l'a vu aussi au niveau des playoffs. Hein. C'est lui qui s'est, entre guillemets, qui a aussi porté la charge sur la fin de la série face comment ça s'appelle, face au Magic, justement pour face au Magic, justement pour sortir l'équipe de l'enfer où elle était globalement. Donc je trouve que c'est un joueur, voilà, année après année, c'est un joueur qui, mine de rien, a toujours fait les playoffs dans sa carrière. Donc c'est quelque chose aussi qui a souligné depuis son année rookie, il fait toujours les playoffs. C'est un joueur à Duncan qu'on aime bien. Et je pense que il y a, en plus de l'apport entre guillemets globalement au scoring, de sa capacité à garder et à améliorer sa charge quand il le faut, et sa capacité aussi à pouvoir jouer avec un autre porteur de balle. En plus de ça, il y a tout l'aspect visuel qui, je pense, compte, notamment dans le classement de Donovan Mitchell. Est-ce que vous voulez réagir? Je sais plus, j'avais lu ça où, Adrien et Constant, j'avais lu, c'est peut-être une des meilleures, si ce n'est la meilleure saison d'un Cavs qui s'appelle pas les Browns. C'est ce que j'ai lu quelque part, je sais plus où, tellement la saison de Donovan Mitchell était une des meilleures ou la meilleure. Je vous avoue que je sais plus exactement quelle était la manière dont c'était tourné, mais saison extraordinaire de Donovan Mitchell. C'est là où on peut limite s'étonner qu'il gagne pas plus de place. Est-ce que c'est encore une fois une question de densité, les gars? Il y a trop de joueurs trop forts au-dessus. Je pense que c'est le problème. Je pense que moi, mon rapport avec Donovan Mitchell, c'est marrant parce qu'on en avait parlé l'an dernier dans l'épisode avec Tom. On avait fait l'épisode, c'était Donovan Mitchell, Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander. Et en fait, si vous regardez le DH20 de cette année, il y en a un qui est bien descendu pour des raisons externes, entre guillemets, à son niveau de jeu, c'est Ja Morant. Et il y en a un où vous allez voir, c'est Shai Gilgeous-Alexander, vous allez voir où il va finir. Et il y en a un qui est resté au même niveau. Comme tu l'as dit, Ben, il est resté exactement au même niveau. Moi, c'est un joueur que j'ai appris à apprécier cette saison. C'est-à-dire que je pense que c'est la première année où j'ai apprécié Donovan Mitchell depuis son arrivée en NBA. Je trouve que il a souvent été un petit peu pointé du doigt pour le manque d'alchimie ou le manque de réussite, on va dire, des Cavs en playoff. Et là, je trouve que ce qui fait la différence, par exemple, avec un Jimmy Butler, c'est que quand il y a des absents, là, on a vu la charge offensive qui est capable de supporter un Donovan Mitchell. Là, on a vu que dans une équipe très défensive, il est capable d'être un joueur qui porte la charge offensive, un joueur qui est capable de faire tourner une attaque. Je rejoins complètement Tom sur les progrès qui ont été effectués d'une saison à l'autre, notamment au playmaking. Et je me rappelle très bien qu'on en avait parlé dans le DH20 de l'an dernier avec toi, Tom, sur le fait que, je crois que t'étais là, Adrien aussi, sur le fait que au playmaking, c'était pas fou, Donovan Mitchell, il était souvent prévisible dans ses lectures. Je trouve qu'il a beaucoup progressé cette saison.
Et je trouve que on a retrouvé le Donovan Mitchell de playoff qu'il a pu avoir une année sur deux. C'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai l'impression que Donovan Mitchell, c'est souvent sur courant alternatif en playoff. Cette année, c'était la bonne année de Donovan Mitchell, avec la fin de série face au Magic où il est énorme, notamment son match 6 où il est extraordinaire. Dans une équipe où personne met rien dedans, c'est lui qui porte toute l'attaque et qui en plus arrive à scorer et arrive à être efficace. Et le début de série face à Boston juste avant sa blessure où il est là aussi très très bon. Donc voilà, c'est pas tant son niveau à lui qui fait qu'il est classé aussi bas, c'est juste qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui. On va dire que Donovan Mitchell, je pense pas que sa place soit précaire parce qu'il est un tiers au-dessus des gens, enfin chez nous tous, hein, il est un tiers au-dessus du bas du DH20. Par contre, c'est un joueur qui, selon moi, a un plafond de verre qui est quand même dans ce range-là, allez, avec une marge de une ou deux places en fonction des saisons. En tout cas, je pense. Je vais pas vous paraphraser. Merci Ben. Je vais pas vous paraphraser, mais je suis un peu d'accord. Le Donovan Mitchell, je vais reprendre un peu ce que disait Tom, c'est un peu bête, c'est paradoxal. C'est-à-dire que on sait à peu près ce qu'on va avoir de Donovan Mitchell. Il y a un côté, on connaît maintenant son niveau, même comme si tu l'as dit, Constant, il peut y avoir des plus ou moins hauts ou bas, mais en tout cas, on a à peu près ce à quoi on peut s'attendre, malgré une progression. Parce qu'il faut une progression pour rester à ce niveau-là. Il y a une progression peut-être un peu linéaire par rapport au reste de la ligue, mais en tout cas, on sait ce qu'on aura. Même si on peut émettre quelques critiques ici ou là. Et je reviens au contexte collectif. Peut-être que malheureusement pour Mitchell, alors je ne sais pas si c'est par lui que ça passera, mais il y a une dépendance, si on parle dans l'autre sens, de passer le step du dessus, comme tu disais, Constance, qui a pu arriver peut-être à un certain chez Gilgeous-Alexander. Il y a peut-être une dépendance au résultat collectif. Alors au contexte, je ne sais pas. On a fait un épisode sur les Cavs d'ailleurs cet été. Je vous invite à aller l'écouter. C'est une situation assez particulière que celle des Cavs. Voilà. À Utah, il y avait quelques victoires, mais on considérait cette équipe comme une équipe, pas assez, une équipe de saison régulière, malgré un Mitchell qui faisait des grandes performances de spadassin, pour reprendre le terme consacré chez Dunk Hebdo. Là, cette fois-ci, c'est du côté des Cavs, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre pour les Cavs. On a l'impression que c'est à peu près le même qui amène Donovan Mitchell dans le tiers en dessous des franchise players qu'on a au-dessus, qui sont des équipes au minima outsider, on va dire. Là, on a du mal à considérer les Cavs comme avec pour reprendre aussi une expression consacrée chez Dunk Hebdo, une fenêtre de titre ouverte. Est-ce que c'est pas un joueur de... On en parlait dans la FAQ. Est-ce que Donovan Mitchell, on l'a pas mentionné dans la FAQ, mais est-ce que c'est pas le profil typique de l'élévateur de plancher? Parce que tu vois, tu disais, Tom, le fait qu'il n'a jamais manqué les playoffs, mais finalement, il est jamais allé extrêmement loin en playoffs. Est-ce que c'est pas finalement un joueur qui t'amène à un niveau plancher, mais de par, on va dire, le fait qu'il monte peut-être le X-Factor, ne peut pas t'emmener en tant que première option beaucoup plus loin que ce qui t'amène en tant que plancher, on va dire. Le plancher et le plafond... plancher, c'est une mezzanine. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le plancher et le plafond sont finalement assez proches en termes de résultats collectifs avec Donovan Mitchell, même si ça peut paraître extrêmement péjoratif de dire ça, la façon dont c'est formulé, mais c'est pas du tout péjoratif. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui est assez fort pour donner vraiment... Sa présence ne donne pas une identité à une équipe, contrairement à d'autres joueurs. Et on en a souvent parlé... Moi, je trouve que Donovan Mitchell, sa carrière ressemble beaucoup à celle de Carmelo Anthony, au jeune Carmelo Anthony. DeRozan. Qui fait toujours les playoffs, qui est toujours là, qui rate jamais les playoffs, mais à qui il manque des choses quand il est l'option numéro 1 pour aller plus loin. Sachant que bon, là, cette année, l'équipe s'est un peu sabordée. Hein. C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas extraire le fait que Donovan Mitchell rate jamais les playoffs, mais avec les collectifs qui s'offrent à lui sont pas toujours très optimisés pour gagner en playoff aussi. Il y a Donovan Mitchell et il y a aussi les équipes avec lesquelles il a joué. Parce qu'il a joué avec des équipes c'est pas particulier, chaque équipe est particulière, mais en playoff, il y a un monde où il est optimisé d'une autre manière, Donovan Mitchell. Après, je dis pas complètement ce dont j'ai envie de parler avec Donovan Mitchell, parce que pour moi, et ça va faire une transition vers la suite, parce qu'on peut avancer les gars, c'est la tragédie des joueurs de petite taille dans le DH20. Bref, ils ont tous un plafond de verre, et on va avancer, justement. La passerelle est un peu large. On va avancer sur Jalen Brunson, nouveau joueur de... Alors là, les fans des Knicks sont déjà en train de faire chauffer le clavier. Du coup, Jalen Brunson, qui est 14e de ce DH20. Première entrée pour lui, il n'avait jamais connu un DH20. Il avait été classé chez les auditeurs, chez le public l'année dernière, 28e, avec 21% des bulletins exprimés. Donc voilà, il avait fait son apparition dans les joueurs qui étaient un peu loin. Là, il est rentré de manière franche. Il est 11e. 93% des bulletins exprimés l'ont classé. Donc c'est vraiment un joueur qui est bien installé dans ce DH20. Et alors,
petit encore secret de production. Globalement, on était plus ou moins tous sûrs qu'on allait avoir Jalen Brunson plus bas que le public. Voilà, c'était un truc auquel on était plus ou moins préparé. C'est un peu le cas parce que je l'ai dit, il est 11e chez le public, il est 11e chez Madiane, 12e chez Constant, 14e chez moi, 14e chez Adrien, 15e chez moi. Et la grande surprise, autre chose, autre secret de production, on était plus ou moins tous sûrs que j'allais avoir Jalen Brunson le plus bas de l'équipe, sauf que, surprise, Tom arrive et le met 18e. Alors Tom, qu'est-ce qui a fait que tu as classé Jalen Brunson 18e? Alors, je pense que de mon côté, alors peut-être une erreur, hein, mais je pense que c'est par rapport à ce que j'ai dit à l'épisode précédent. La première chose, c'est que j'avais beaucoup surréagi l'an dernier au shooting de Jamal Murray et j'ai peut-être surréagi dans l'autre sens avec Jalen Brunson puisque quand on prend son résumé, il a tout, il a les minutes, il a le volume, il a le playmaking, il a le style de jeu, il a l'implacabilité et c'est, comme je l'ai dit dans les joueurs que je valorise, c'est un porteur de balle efficace dans une équipe défensive qui compte essentiellement sur sa création. Donc globalement, il aurait dû être plus haut. Je pense que j'ai simplement surréagi par rapport à la notion de shooting et je trouve que sa saison actuelle m'a beaucoup rappelé la saison un peu la saison top 5 MVP d'Isaiah Thomas où voilà, ça m'a beaucoup rappelé ça et je pense que j'ai surréagi par rapport à ça. Mais sinon, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Encore une fois, c'est j'avais dit aussi que c'était l'un de mes regrets de la saison d'avant. Là, je l'ai mis dans le DH20, mais peut-être plus bas que ce qu'il a produit réellement, parce qu'encore une fois, hein, en scoring, il y a une grosse implacabilité au niveau du scoring. Gros. Enfin, c'est un joueur qui est impossible tenable pour aller sur ses spots, notamment sur le spot de mi-distance. C'est un joueur qui arrive à créer des décalages, et notamment avec sa capacité à passer de l'autre côté de l'écran, justement comment dire, justement à ne pas prendre l'écran pour perturber son adversaire pour après aller dans sa zone à mi-distance. Il a son go-to move en fait. Et voilà, il y a une notion d'implacabilité, il y a du pull-up, il y a tout, mais j'ai peut-être surréagi de l'autre côté. Et c'est ce qui a fait qu'il soit aussi bas aussi. C'est beau. Il protège ses arrières, Tom. Constant. Je dis juste la vérité, hein. Constant, tu l'as beaucoup plus haut, du coup, que Tom. Tu as Jalen Brunson à la 12e place. Tu voulais réagir justement sur Brunson. Ouais, 12e ou 11e. C'était vraiment le classement, la place maximale que je pouvais mettre à Jalen Brunson. Je pouvais échanger avec 11e. Cependant, ce qui est intéressant de savoir chez vous, auditeurs et auditrices de Duck Hebdo, c'est que on va dire que dans ce range-là, on a déjà parlé d'un arrière avec Donovan Mitchell, on parle d'un deuxième arrière, on parle d'un deuxième guard avec Jalen Brunson. Il y a un quatuor de guard, on va dire, dans ce range-là. Il reste 2 noms encore à citer dans mon DH20, et c'est le premier de ce quatuor de garde. Donc, je trouve ça intéressant de le mentionner. Pourquoi chez moi il est 12e? Je l'ai dit, charge offensive. C'est-à-dire que on est dans une situation où, à partir du moment où Julius Randle se blesse, plus personne n'est capable de créer du danger chez les Knicks via le dribble autre que Jalen Brunson. Plus personne. Il y a OG Anunoby qui met un pull-up à mi-distance de temps en temps, mais sinon il y a plus personne qui est capable de créer du danger. Et je trouve que Jalen Brunson a eu ce truc dans une. Pour moi, il me fait penser. Alors là, vous allez sauter de votre chaise, vous allez vous dire quoi? Mais c'est pas du tout les mêmes profils. Moi, il me fait penser au Russell Westbrook MVP. C'est-à-dire qu'on est dans un collectif avec une équipe ultra défensive. Il y a que des profils défensifs. Personne n'est capable de créer son tir via le dribble autre que lui. Et il fait non seulement le scoring, mais il fait le playmaking aussi. Et je trouve que il y a eu des matchs en playoff où il est passé à travers, forcément avec une telle charge offensive, il y a forcément des soirs qui vont être un peu off. Les 2 premiers matchs de la série face à Philadelphie sont pas top. Il y a des soirs en saison régulière où il est pas top. Mais je trouve, et là pour le coup c'est absolument pas quantifiable, il y avait une espèce d'implacabilité dans le scoring de Jalen Brunson et une dangerosité constante qui, moi, m'a beaucoup frappé sur la seconde partie de saison et sur les playoffs. Donc, c'est peut-être une surréaction, même si on regarde, on va dire, ces statistiques, que ce soit au niveau du pull-up, on n'est pas sur un joueur qui a surexplosé son efficacité au niveau du pull-up d'une saison sur l'autre. Et là où je mettrais un petit astérix sur la comparaison avec Jamal Murray, par exemple, Tom, c'est que Jamal Murray n'avait pas du tout le volume en termes de playmaking et en termes juste de prise de responsabilité offensive qu'a pu avoir Jalen Brunson. Donc pour moi, on est sur un échantillon plus grand, donc on a plus de matière à juger et donc peut-être moins de facteurs X
ou de paramètres un petit peu variables au niveau de l'efficacité. Mais voilà, sans trop monopoliser la parole, parce qu'il n'est que 12e, mais je trouve que il y a ce côté où, oui, il a des défauts, il y a des soirs où il va passer à côté. C'est un joueur qui, potentiellement, est un joueur à compromis défensivement. Mais, voilà, moi, ce que je voudrais souligner, et encore une fois, c'est mon thème dans ce DH20, c'est que saison régulière, il est implacable. Playoff, il est présent, et que c'est un joueur qui a su, dans une équipe très défensive, très low tempo, imposer son style de jeu en attaque et être une menace constante en attaque, que ce soit via son scoring ou via son playmaking, dans une équipe où les 5 défenseurs étaient quasiment attirés que par lui. Écoutez, moi, je vais encore une fois, quand on arrive derrière ces deux pontes du podcast, je ne vais pas faire de la paraphrase. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Alors moi, dans ce groupe de guard que tu as cité, Constant, moi je l'ai mis juste derrière Donovan Mitchell. C'est assez intéressant comme cité, parce que justement, je parlais de l'assurance de ce qu'on va voir avec Donovan Mitchell. Brunson, voilà, on est dans une progression, on a eu une année extraordinaire. Forcément, je l'ai récompensé, je l'ai assez haut, tu l'as dit, Ben, je l'ai combien? 14. Voilà, 14, c'est quand même très, très, très bien placé. Les quelques limites, si on peut en avoir, alors déjà évidemment par fanatisme de Melo, sachant qu'il va l'effacer des tablettes à New York, est obligé de mettre quelques réserves. Mais au-delà de la blague, c'est vrai que même si c'est sa capacité de scoring et en fait de porter toute l'attaque de New York est assez impressionnante, ça me rappelle beaucoup en fait ce qu'on a vécu à Chicago sous Thibodeau. En fait, il y a quelque chose avec les meneurs sous Thibodeau qui sont au centre de son système offensif, qui n'est pas hyper développé, mais qui est assez direct. Et Thibodeau avait réussi à faire de CJ Watson et de Marquis Stig et de DJ Augustine des meneurs sérieux, solides, alors que c'était des joueurs quand même de deuxième voire troisième zone pour certains. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a cette inflation-là. Et l'autre petit critère de modération de sa place, je sais qu'on est un peu sévère, mais je le répète une nouvelle fois, c'est le DH20, là vraiment des tatillons de chez tatillons. Là on arrive dans la crème de l'NBA. C'est que dans sa création, dont tu parlais Constant, sa création pour les autres, il a un playmaking que je qualifierais de scoreur. En fait, il a un playmaking de scoreur. C'est un score first. C'est pas un vrai playmaker. Alors, il fait quand même parfois, il a une bonne vision sur certaines passes, mais tu sens que c'est pas son intention première. Et parfois, je me dis qu'à force, avec les années arrivant, parce que c'est un joueur qui a été peut-être un peu sous-estimé, déjà par nous, mais par l'ensemble de la ligue. Maintenant, il commence à se faire vraiment un nom, notamment avec cette campagne de playoff. Je pense qu'avec un peu plus de sérieux d'application et de vidéo, lecture peut-être parfois un peu plus simpliste, avec 1000 guillemets une nouvelle fois, peuvent amener quelques limites. Donc j'ai hâte de voir cette année, en fait, tout simplement, si Brunson est capable d'assurer en fait sa place finalement dans cet endroit-là du DH20, et est-ce qu'il n'est pas sur ce fameux siège où il peut bouger dans le DH20, hors du DH20 d'une année à l'autre. C'est ironique, c'est moi qui vais prendre en dernier la parole sur Brunson, alors que limite Brunson, ça faisait 1 an que tout le monde s'attendait à ce que je m'en occupe. Je vais beaucoup réagir à ce que tu as dit sur la fin, Adrien. C'est vrai qu'au niveau du playmaking, et c'est là où il faut remettre en perspective, on est en train de parler des 20 meilleurs joueurs NBA. C'est-à-dire que quand on dit qu'en playmaking, on a des choses à dire, c'est qu'on te compare, il y a quelques-uns des meilleurs playmakers de la NBA qui sont dans ce classement-là. Et par rapport à Jalen Brunson, encore une fois, c'est la conséquence de ma manière de classer. On avait beaucoup parlé la saison dernière, dans la dernière édition du DH20, notamment dans l'épisode sur Butler, Booker et Tatum, de la deuxième compétence. En fait, et moi, c'est un de mes gros problèmes avec Jalen Brunson, c'est que les soirs, et c'est arrivé en playoff, où il met pas dedans et où il est quasiment héliocentré à un niveau qui, honnêtement, NBA maintenant que Doncic a Kyrie avec lui, est inégalé. Enfin, parmi les joueurs qui vont si haut, personne n'est. Enfin, il a 10 minutes de temps de possession sur les playoffs. Jalen Brunson, 10 minutes. Les jours où ça rentre pas, Jalen Brunson, le playmaking est certes bon et en amélioration, mais est pas nécessaire. C'est pas Tyrese Haliburton en termes de playmaking. Et ça, c'est une absence de vraie deuxième compétence qui, moi, me gêne un peu pour le mettre un peu plus haut. Deuxième chose, défensivement, moi, c'est un biais que j'ai toujours eu. C'est le biais Trae Young, on va l'appeler comme ça. Défensivement, joueur petit. Il survit parce qu'il est dans un collectif où défensivement, ça tient énormément. Mais comme on est dans un exercice, on doit le mettre un peu dans in the vacuum, comme même bien dire les Américains. Dans une situation comme ça. Dans l'aspirateur. Dans une situation comme ça, j'ai souvent tendance à le dire que quand tu montes très haut dans le DH20, on a tendance à sous-estimer le fait qu'il n'y a pas de vraiment mauvais défenseurs, où les mecs qui sont pas bons en défense sont de l'autre côté des dieux. Et Jalen Brunson n'est pas à un niveau offensif assez dominant pour se permettre d'être un peu en dessous défensivement. Je vois que ça fait de la moue de l'autre côté, je vais vous laisser la parole. Oh, pardon, Ben, si tu veux finir.
Alors, juste, c'est un défenseur qui est dans la moyenne. Le problème est que structurellement, il posera problème par sa taille. Ça arrivera à un moment dans une série de playoffs. C'est juste que les match-ups n'ont pas été les bons. On m'avait fait la même réflexion sur Trae Young. L'année d'après, Trae Young joue une équipe qui peut faire jouer sa taille contre lui. Et ça a été le cas. Voilà, ça a été mis en avant. Structurellement, être un joueur petit, c'est un problème au basketball. Après, surtout dans le cas de Jalen Brunson, il y a plus de chances pour lui de se faire attaquer parce qu'il joue avec aussi que des bons défenseurs. Et c'est ça aussi la problématique, c'est-à-dire que même si c'est un défenseur, on va dire, par rapport à son poste, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne. Et quand tu prends l'ensemble des créateurs premier ball handler, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne, qui impose de la résistance et notamment c'est pas un joueur qui est facile à poster. Un peu à la manière de Fred VanVleet ou voilà, des joueurs qui sont un peu difficiles à bouger. Mais les défenseurs avec qui il joue sont tellement bons que les attaques adverses vont pas forcément le cibler parce que c'est un mauvais défenseur, c'est parce qu'il est à ce point moins bon que les autres. Et puis la défense, là où j'allais venir, c'est aussi le contre-coup de sa charge offensive. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis Tom, il y a cette espèce de contexte, mais il y a aussi, voilà, comme souvent, les joueurs, quand on arrive à un héliocentrisme offensif pareil, tu disais Ben, bon, bah, de l'autre côté, tu peux pas demander des efforts monumentaux à un Jalen Brunson, même s'il s'en sort plutôt pas mal, comme tu l'as dit Tom, c'est un mec très puissant. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour le glisser là. C'est vrai qu'en plus, il a dans son sac, pour utiliser une traduction de l'anglicisme, il a quand même des skills au poste, une puissance au poste et un footwork assez unique qui lui permet de punir certains mismatchs et beaucoup de profils différents de défenseurs, qui est assez particulier, pratiquement unique dans ce DH20, en tout cas pour les guards qui sont présents dans le DH20. Qu'il a, donc voilà, c'est vrai qu'aussi ça mérite d'être souligné. Ça lui donne un certain flow sur un terrain. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Ben, pour moi, il y a plusieurs choses. Tu parlais du fait que défensivement, les joueurs de petite taille seront toujours pénalisés. Ce à quoi je suis complètement d'accord. Mais du coup, pour moi, on est dans une situation, en fait, cette problématique de petite taille, c'est un plafond de verre qui est impossible à dépasser pour lui. Mais du coup, on va dire, enfin, on l'a pas mis 8e, quoi. On l'a mis 12e. Donc, il est en deuxième partie de DH20. Donc, en soi, je pense que être un mauvais défenseur, enfin, être un défenseur moyen de petite taille peut te permettre d'être dans ce classement ou à peu près dans ce range du DH20. On a bien vu que Damien Lillard l'an dernier était 11e. Et après, il y a un autre truc sur lequel je suis un peu en désaccord avec toi, c'est sur le fait que tu parlais de la défense en disant il peut pas compenser par le fait d'être un dieu de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire offensif. Sur ça, je trouve qu'on est quand même sur la seconde partie de saison plus playoff. Si tu prends en compte l'usage, si tu prends en compte le contexte collectif, on est sur, allez, facile, 10 dans le top 10 des meilleurs attaquants NBA. Alors oui, on est dans un DH20, donc forcément, tu as les meilleurs attaquants NBA, mais je trouve Ils sont tous là, les autres, tu vois. Oui, mais ils sont peut-être pas forcément si hauts, tu vois. Et défensivement, ils sont pas forcément aussi investis que peut être Jalen Brunson. Ce qui est le cas, par exemple, de Tyrese Haliburton, dont on a parlé dans le premier épisode. Et un dernier truc pour éviter de faire réponse sur réponse, mais sur la deuxième compétence, je suis complètement d'accord, même si je vous trouve un peu dur sur le playmaking, il n'a pas des lectures qui sont dingues, c'est pas Tyrese Haliburton, mais Tyrese Haliburton est l'un, si ce n'est le meilleur créateur de la ligue, mais je trouve que c'est un joueur qui est tellement fort dans la réaction à ce que propose la défense que du coup son playmaking, même s'il est moyen, peut être compensé par une capacité à réagir vite à ce que propose la défense. Et je trouve qu'au niveau de la deuxième compétence, oui, en soi, sa meilleure compétence, c'est le scoring. Mais en fait, son scoring est tellement varié que ça peut lui créer une deuxième compétence. C'est-à-dire que Jalen Brunson, il est capable de pull-up à 3 points en sortie d'écran sur Hartenstein. Il est capable de faire un stop and go et de pull-up à mi-distance, ou il est capable de driver, parce que c'est un joueur qui fait énormément de drive malgré sa petite taille. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles pour Jalen Brunson, et comparé par exemple à Tyrese Haliburton, qui semble aller dans ces zones plus facilement que ce que peut faire Jalen Brunson. Ça aussi, c'est un plafond de verre qui va être difficile à crever pour lui, parce qu'il n'a pas le premier pas, il fait beaucoup de choses sur son handle et sur la capacité à se mouvoir facilement dans les zones qu'il veut. Voilà, je trouve que son scoring, en fait, c'est l'un des rares réels scoreurs 3 niveaux, et je trouve que, en fait, son scoring est tellement varié et tellement imprévisible que ça peut lui créer une deuxième compétence. Je vais éclore le débat Brunson. Je suis obligé de répondre sur Brunson. Le truc, c'est un peu la théorie des exceptions. C'est-à-dire que oui, en fait, je suis totalement d'accord avec vous pour dire qu'il se défend en défense. Ça n'a pas trop de sens. Bref, le truc, c'est que si on a la 14e place du DH20, si on prend les 14 premiers du DH20, il est
au mieux 12e défensivement, au mieux. Et il est probablement 13e. Et le fait est que le mec qui est en dessous de lui, il est dans la discussion pour être le meilleur attaquant au monde, ce que n'est pas du tout Jalen Brunson. Donc en fait, quand tu fais l'addition des deux, même si tu donnes, bien évidemment, on est tous d'accord pour dire que offensivement, notamment sur des séquences de playoffs, Jalen Brunson a été très très bon. Même si tu fais du 33-66, il y a un plafond de verre que je situerais pas loin d'où il est en fait. Quand on regarde un peu l'historique de DH20 de Damian Lillard, c'est 10-11, 10-11 en fait, sur des campagnes répétées, etc. C'est encore une fois, je précise que c'est un joueur que j'ai dans mon DH20. C'est juste que pour moi, on est typiquement sur un joueur qui structurellement a un plafond de verre sur le DH20, comme Donovan Mitchell. Je pense que Donovan Mitchell, il y a très peu de monde où Mitchell est top 10 DH20. Enfin, je pense que regardez notre historique. Alors, c'est peut-être un biais de notre part, c'est peut-être une erreur, vous pouvez nous le signaler, mais les joueurs petits dans le top 10 DH20, il n'y en a pas. Sauf si tu considères que Stephen Curry est petit, ce qui n'est pas vraiment le cas en soi. Les joueurs en dessous d'un 90, il n'y en a pas, top 10. Enfin, c'est simple et c'est un espèce de consensus qui traverse un peu les analystes NBA. Hein. Quand tu regardes les top 10 d'un peu tout le monde, les joueurs de très petite taille, ils vont très très rarement. Donc voilà, je ferme la parenthèse Brunson. Ouvrons. Vous allez voir qu'on va passer beaucoup de temps sur les premiers profils et qu'on va aller un peu plus vite à la fin. Parce que sur la fin, on a des joueurs qui font un peu plus consensus. Parlons de Devin Booker, qui lui a connu tous les DH20. Il était 20e en 2020, 16e en 2021, 11e en 2022, 7e en 2023 et la descente. Voilà, on était monté, puis on redescend. Il se retrouve à la 13e place. Il était présent sur 97% des bulletins la saison dernière. Autant dire que tout le monde l'a mis. Voilà, c'est les 3% d'oubli. On vous en a parlé. 3% d'oubli qui ont permis donc d'être sur 97% des bulletins, 10e cette année. 13e et il s'est maintenu sur 80% des bulletins. Ça veut dire que, en soi, on est presque plus dur que le public sur le côté Devin Booker. Devin Booker, il a été 10e chez toi, Tom, 13e chez Constant et le public, je l'ai dit, 16e chez Madiane, 19e chez Adrien, 9e chez moi, j'avais oublié de le dire, mais c'est le 19e chez Adrien qui nous a tous un petit peu marqué. Ouais, alors Adrien, Devin Booker, 19e. Pour donner un peu de contexte, ceux qui sont sur YouTube l'auront vu, 19e du DH20, ça fait que tu as mis un Ja Morant devant lui, un Bam Adebayo devant lui, un Victor Wembanyama devant lui. Voilà. C'est pas pour t'attaquer, Adrien, c'est pour donner du contexte. Alors vas-y, je t'en prie. Bien sûr. Non, mais je vais faire un peu comme Tom. Je vais utiliser la langue de bois. Donc, j'ai peut-être été un peu fort. Il est dans mon. J'en ai parlé déjà dans le DH20, le premier épisode avec Lillard, du coup, et Morant. Il est de mon tiers des sanctionnés. L'ordre, finalement, apporte peu. Oui, effectivement, j'ai déjà au-dessus parce que sportivement, bref, je me suis déjà étalé sur Ja Morant. Je vais pas revenir dessus. C'est celui qui prend la plus grosse sanction chez moi, on va dire, sur cette année en termes de place, parce que je l'avais 9e, il me semble, l'année dernière. Donc, on est peut-être sur une double réaction. J'ai voulu un peu compenser ma surréaction et de l'année dernière. Je considère que j'y suis allé un peu fort, comme tout le monde. La VAR. J'étais 8e, voilà, donc c'est encore plus haut que ça. Ça fait une encore plus grosse sanction. Donc j'ai un peu voulu surcompenser tout ça. J'ai peut-être surcompensé, j'ai été méchant, mais je pense qu'il est sanctionné à la hauteur de ma déception par rapport à ce que j'ai vu, son association avec KD. Globalement, par rapport au rôle, par rapport aux promesses sur le papier, si on a le Booker en fait de l'année dernière ou depuis 2 ans, on devait avoir quelque chose de mieux, en tout cas ne serait-ce que dans l'animation. Après, dans les résultats, il peut se passer 1000 choses, mais dans l'animation offensive et dans l'implication défensive. Il faut aussi dire que ce qu'il avait fait grimper, c'est qu'on avait vu un Booker excellent défenseur, notamment sur le porteur de balle, et ça l'avait aidé à passer un step. Cette fois-ci, on se retrouve avec... Bon, offensivement, je ne vais pas quand même faire semblant, et vous allez pouvoir, j'imagine, revenir dessus un peu plus en détail. On est quand même sur un joueur toujours extraordinaire, un créateur de tir extraordinaire. C'est peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. On l'a vu d'ailleurs avec Team USA cet été au JO. Joueur off-ball, mec que tu peux mettre dans le corner, qui est capable d'utiliser le décalage pour soit tirer, enfin utiliser sa menace de tir pour aller faire un drive, etc. Par contre, on arrive à la conclusion, enfin en tout cas moi cette année, la fin du fantasme de Devin Booker, ball handler principal, créateur pour les autres, pour son équipe. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu, c'est ça qui fait que je l'ai probablement un peu bas, je veux bien l'accorder, mais je l'ai un peu dans les sanctionnés à la hauteur, voilà, que je disais, de la déception, des espoirs que j'avais placés en Devin Booker et en ses Suns avec cette association à KD. On en reparlera probablement. Spoiler, le nom de Kevin Durant est dans le DH20. Mais voilà, je concède qu'il soit un peu bas, mais voilà, c'est un peu une compensation par rapport à l'année dernière. Je l'ai dit moi-même, je me contredis. Je ne voulais pas surréagir. Peut-être que c'est une surréaction à une surréaction.
Constant l'avait très bien dit dans l'intro. Un des meilleurs moments du premier épisode du DH20, c'est l'idée de friction dont tu avais parlé, Constant. C'est qu'il y a des moments où on n'a pas philosophé, on n'a pas écrit nos mémoires à travers ce DH20. Il y a des moments où il y a des moments de friction, voilà, où clairement on peut se contredire. Enfin, on l'a tous plus ou moins fait depuis le début déjà, donc ça ne pose pas de problème. Adrien, qui veut réagir sur Booker? Je vais peut-être glisser quelques mots. Je l'ai très très haut. Je vous avoue qu'en repréparant l'épisode, je me suis dit, est-ce que je l'ai pas un peu haut quand même parce qu'il fait pas une bonne saison et il faut se rappeler que le contexte de l'année dernière, c'est celui d'un run de playoff qui est inhumain en termes de réussite au tir, qui marche sur un des meilleurs de l'histoire en termes de réussite au tir. Donc, on était dans ce contexte-là. Je suis d'accord avec toi, c'est en termes de manque de rôle ou en tout cas on s'attendait à ce que Devin Booker devienne le playmaker du côté des Suns, ou en tout cas prennent plus de charge avec l'idée de l'associer avec Bradley Beal, l'idée que voilà, ça manquait peut-être d'un playmaker ultime du côté des Suns. Il n'a pas rempli ce rôle-là. Il y a ces promesses défensives qui n'ont pas été tenues, et il y a toujours une très bonne réussite très bonne réussite au cercle cette année, mais il y a ce petit problème qu'on n'a pas eu les pics. En fait, là, c'est un peu un paradoxe, mais l'année dernière, il avait été jugé beaucoup sur les pics parce que les pics d'adresse étaient fous. Et cette année, il a eu moins ces pics-là. Donc, c'est tout ce contexte-là d'un joueur qui fait une moins bonne saison. En fait, je rectifie, il fait pas une mauvaise saison, il fait une moins bonne saison. Et le fait est qu'encore une fois, je rappelle le contexte, tout le monde a joué. Donc, faire une moins bonne saison quand tout le monde a joué, ça te sanctionne. La seule chose que je rajouterais, c'est que moi, dans mes tiers, là, on est dans le tiers avec Devin Booker j'ai appelé un peu ça dans ma tête les premières options imparfaites. C'est-à-dire que c'est des premières options, mais je leur vois toutes certains problèmes pour être une première option qui peut potentiellement aller gagner le titre, et que si tu bascules sur des super deuxièmes options qui n'auraient aucun sens, il aurait beaucoup de sens dans ce rôle-là. C'est pour ça que j'ai décidé de le laisser un peu haut quand même. Tom, Constant, qui a envie de réagir sur Devin Booker? Je danse, je sais pas qui est. Moi, je dirais, moi, je l'ai gardé aussi un peu haut, simplement, comme tu disais, hein, moi, c'est vraiment la notion de pic moins haut. En fait, les pics un peu moins haut, même si, parce que les pics de la saison dernière étaient vraiment extraordinaires, hein, les capacités de shot making de l'an dernier étaient vraiment extraordinaires. Et c'est vrai qu'on a un peu moins eu ça, même si, quand on regarde d'un point de vue statistique, c'est encore très bien ce qu'il fait, hein. C'est encore très bien d'un point de vue statistique qu'il fait, mais c'est pas aussi exceptionnel que l'an dernier. Et je pense que voilà, là, le pic et la campagne de playoff qu'il a eu l'an dernier a un peu mis la barre assez haute. Et je pense que c'est pour ça qu'il était monté aussi haut. C'est que malgré toutes ses déficiences, il avait été tellement exceptionnel au point de vue du shot making, et que nous, on valorise pas mal la notion de volume puis de shot making, qu'importe le shot taking et la qualité de shoot pris, qu'on l'avait mis aussi haut. Et voilà, il a été un petit peu moins rayonnant cette saison, sans jeu de mots, donc je pense que c'est pour ça qu'il baisse un peu par rapport aux autres. Très beau jeu de mots. Juste un point avant de te lancer, c'est que tu l'avais dans le DH20 de l'année dernière, et ça c'est important à noter. Alors, c'est pas une critique de Constant, il faut savoir que globalement, les DH20 un an après ont toujours l'air ridicules. On précise qu'on avait mis le DH20 de l'année dernière au début du premier épisode. Il y a eu une petite incompréhension chez certains auditeurs. Bref, Constant, tu l'avais 5e du coup. J'en veux beaucoup à Devin Booker. Déjà, pour plusieurs raisons. Parce qu'il m'a pénalisé sur un autre joueur dont on parlera peut-être ou peut-être pas dans l'épisode. De toute façon, vous saurez pas de qui je parle, mais on va dire que vous saurez pas de qui je parle. En off, enfin dans la team, je pense que vous savez de qui je parle quand vous voyez mon DH20, mais on va dire sur la notion de je deviens complètement en feu sur le shot making sur une série de playoffs. Je pense que vous avez capté de quel est l'autre joueur qui a été pénalisé à cause de ce qu'a fait Devin Booker l'an dernier. Non, mais pourquoi j'en veux à Devin Booker parce que je l'avais mis 5e, et si vous réécoutez le DH20 2023, j'avais dit pourquoi je l'avais mis 5e, parce que pour moi c'était le plus complet de tous les joueurs, on va dire en dessous du top 4. En dehors de Kawhi Leonard qui était dans un classement un peu bizarre. Et ce qui m'embête avec Devin Booker, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, pour moi, tout ce qu'a fait Devin Booker l'an dernier, cette année il l'a fait en moins bien. Donc la défense, c'était moins bien. Le playmaking, on en avait beaucoup parlé dans le DH20 2023, le playmaking de Devin Booker, c'était pas ouf. Et je trouve que il se fait aussi sanctionner, et là pour le coup, peut-être que certains vont me le reprocher, mais il se fait sanctionner par le marasme complet qu'ont été les Suns, et où je trouve que ça devait être en fait, les playoffs 2023, ça aurait dû être le marqueur
clair, net et précis de les Suns, c'est la team de Devin Booker accompagnée de Kevin Durant. Et je trouve que cette saison, on a eu trop de moments où tu avais, et on en parlera peut-être lorsqu'on parlera de Kevin Durant dans ce DH20, il y a trop de moments où c'était encore le Kevin Durant show accompagné de Devin Booker. Et moi, c'est un point qui m'embête un petit peu, notamment en playoff, sur les 3 premiers matchs face aux Wolves où ils se font démonter, où Devin Booker est inexistant. Il y a 3 semaines en janvier où il est rayonnant en termes de playmaking, en termes de shotmaking. Et pour moi, c'est pas suffisant. Donc, je le garde encore parce que sa saison régulière, malgré le fait qu'elle soit moins bonne, elle reste quand même bonne. Et il baisse parce que il se fait un peu taper dessus sur le contexte collectif où c'est censé être le leader. Et je trouve qu'on n'a pas vu de leadership du côté de Devin Booker cette année, comparé par exemple à un Jalen Brunson. Pour moi, j'ai beaucoup hésité à classer les 2 joueurs. Et le point qui m'a fait switcher Brunson devant Booker, c'est vraiment cette notion de leadership qui peut là aussi m'être critiquée parce qu'elle est absolument pas quantifiable statistiquement. Par contre, elle est extrêmement visible sur le parquet. Et voilà, donc c'est ça qui me l'a fait classer devant. Et aussi parce que il était 5e en 2023 parce que sa campagne de playoff, clairement, c'est une campagne de playoff de meilleur joueur du monde offensivement en termes de shotmaking. On va être très honnête. Et du coup, quand t'as pas cette campagne de playoff là, t'es obligé de t'en remettre sur la saison régulière. Et comme la saison régulière, c'est pas une saison régulière, on va dire de top 5 MVP, forcément, il est pénalisé par rapport à d'autres joueurs. Juste une chose, et c'est très intéressant parce qu'on parlera de Kevin Durant aujourd'hui, spoiler. C'est assez intéressant de voir que dans le DH20 de l'année dernière, parmi nous tous, il y avait un espèce de débat Booker-Durant. Voilà, il y avait un débat où certains mettaient Durant devant, certains mettaient Booker devant. Cette année, c'est unanime. Durant est partout devant. Partout. Donc, c'est quand même un signe aussi. Alors, on parlera de Kevin Durant, voilà, spoiler, mais c'est un signe aussi de l'évolution de la perception. Tu l'as dit, Constant, là où, en fait, quand on sort de cette campagne de playoff, certes, où ils perdent, mais où il y a un niveau de Devin Booker étincelant, il y a aussi l'idée que Booker entre dans une autre stratosphère en termes de statut NBA. Et qu'en fait, je pense que c'est là où il perd beaucoup. C'est qu'il perd aussi parce que il y a une grande déception qui, en fait, il est pas rentré dans cette stratosphère-là. Il a pas sauté de tir. En fait, il y a une promesse non plus. Et ouais, je pense que ça a beaucoup déçu et du coup le petit coup dans le DH20. Eh bien, il est temps peut-être de faire un point sur où on en est dans ce DH20. Du coup, parce qu'on parle. Alors remontons le classement des années d'expérience de podcasting. Ça. Alors 21e Ja Morant, 20e Jaylen Brown, 19e Victor Wembanyama, 18e Tyrese Haliburton, 17e Bam Adebayo. Aujourd'hui, on a donc parlé de Jimmy Butler, 16e, 15e Donovan Mitchell, 14e Jalen Brunson, 13e Devin Booker. Remontons. Là, on était sur des dossiers très très lourds. Le reste risque d'aller un peu plus vite, mais il nous en reste un de dossier très très lourd. Oh. C'est le joueur qui est à la 12e place. À la 12e place, nous avons Anthony Edwards, qui n'avait jamais connu le DH20, qui était pas très loin l'année dernière, qui l'a connu maintenant. Il est passé d'une 21e place chez les auditeurs avec 40% des bulletins. Les auditeurs étaient beaucoup plus chauds que nous sur Anthony Edwards la saison dernière. Et ça s'est confirmé cette année. Parce qu'il est 8e chez les auditeurs. 8e Anthony Edwards, présent sur 96% des bulletins, alors que pour ceux qui nous écoutent en podcast, Constant est au bout de sa vie. Du coup... Non, j'écoute, j'interviendrai après. Je vois que ESPN a bien marché. Ce qui fait que Anthony Edwards, en fait, c'est assez intéressant. Il se retrouve 13e, mais si on fait un classement, ce qu'on fait tout le temps, en fait, moi, ce que je fais tout le temps dans notre petit classeur, si on fait un classement que sur nos classements à nous, il serait beaucoup plus bas. Mais voilà, le classement des auditeurs lui a offert un petit bump. En termes de découpage chez Dunk Hebdo, Madiane la 10e, il est 14e chez moi et Constant, il est 15e chez Adrien et 17e chez Tom. Alors là, je suis obligé d'aller du côté du jeune GOAT parce que, alors je dois vous dire que moi, dès que Constant m'a envoyé son DH20, j'ai ouvert le mail, CTRL F Edwards. direct. Et du coup, je l'ai vu 14e, ce qui est pas si bas que ça. Alors Constant, qu'est-ce qui t'a amené à mettre Anthony Edwards 14e? La défense. Littéralement la défense. On en a parlé pour Donovan Mitchell, on en a parlé pour Jalen Brunson, on en a parlé pour Devin Booker. Là, on n'est plus sur du théorique, la défense d'Anthony Edwards. On est sur du pratique et on commence à être sur un bon échantillon de pratique dans des contextes sportifs élevés. On est sur des séries de playoffs. Donc ouais, pour moi, je crois dans la conversation de Kebdo, j'avais dit, j'ai toujours pas trouvé ce qui rendait Anthony Edwards meilleur que Donovan Mitchell. Et je crois que j'avais tweeté genre en mars. Et je maintiens que il y a beaucoup de similitudes pour moi entre ces deux joueurs-là. On va dire dans la perception qu'a pu avoir le grand public de ces joueurs dans leurs jeunes années.
Pour moi, il y a énormément de similitudes dans le traitement médiatique, dans le style de jeu, dans le profil des équipes, dans le fait de se coltiner Rudy Gobert, pardon. Excusez-moi, petit lapsus qui sort comme ça. Mais non, je trouve que en fait, Anthony Edwards, là où on peut me reprocher, encore une fois, un manque de clarté ou un manque d'honnêteté intellectuelle, c'est que j'ai dit, Jalen Brunson, il est classé haut parce que il avait une charge très élevée offensive dans une équipe, extrêmement défensive. C'est le cas d'Anthony Edwards. Sauf que, pour moi, ce qui différencie Anthony Edwards de Jalen Brunson, c'est que on est sur un joueur qui est beaucoup plus dépendant de son shot-making, sachant que son shot-making est moins bon que celui de Jalen Brunson. C'est-à-dire que le Anthony Edwards du premier tour face aux Suns, tout le monde a surréagi en disant Anthony Edwards, la superstar et tout, ce qui était normal. Mais selon moi, Anthony Edwards était à un niveau de shot-making qui n'est pas le niveau réel d'Anthony Edwards. Là où Jalen Brunson, forcément, il y a des soirs où il va être plus dedans, mais je trouve que sa série face à Philly, si on la prend dans son intégralité, elle est représentative de son niveau de shotmaking. Et voilà, je trouve que il a progressé, Anthony Edwards, au niveau du playmaking, il a progressé. Offensivement, il prend encore beaucoup de pull-up, même si on va dire que dans la manière dont les joueurs sont placés en attaque du côté de Minnesota, il faut prendre des pull-ups parce que l'accès au cercle, il est parfois beaucoup verrouillé. Mais voilà, pourquoi il est pas plus haut? Parce que pour moi, offensivement, dans le volume, il n'est pas encore au niveau des joueurs qui sont au-dessus, que ce soit en termes d'efficacité, que ce soit en termes de volume au scoring, que ce soit en termes de playmaking. Par contre, vraiment, là où il gagne des points, c'est qu'il a quand même su montrer en playoff qu'il était capable de porter son équipe offensivement, même si je trouve que la série face à Denver est pas folle. Son Game 7, moi, me fera toujours mourir de rire, où le mec finit à 6 sur 24 et t'as The Rigger qui dit c'était un 6 sur 24 de leader. Vraiment, c'est lui qui a mené son équipe vers la victoire. Ils ont tous dit ça, c'est vrai. Voilà, le grand récit national américain. Et je pense, très honnêtement, c'est pas du tout une critique envers vous, chers auditeurs et chères auditrices, mais je pense que pourquoi il est aussi haut? Parce que il y a peut-être une sensibilité plus importante au fait que du côté de chez ESPN, on cherche un petit peu la nouvelle star américaine et qu'on voit que Zion, ça marche pas, Ja Morant, théâtre d'extra sportif, du coup, on va pousser Anthony Edwards. Ça, plus le fait que le jeu est hyper spectaculaire. Mais voilà, pourquoi il gagne des points par rapport à l'an dernier, c'est que défensivement, on est vraiment sur un très très bon défenseur, hein. Même pas dans le DH20, hein, au niveau de son poste, on est sur un très bon défenseur qui prend les match-ups défensifs souvent sur le point of attack et aussi la capacité quand même s'il y avait un niveau de shotmaking qui était plus élevé que son niveau réel, à être un générateur d'attaque de grande qualité, au moins sur l'intégralité d'une série de... Je dirais juste un truc, après je lancerai Adrien ou Tom. Vous voyez, là on est un peu plus libre, hein. Il y a la trame est moins militaire aujourd'hui. Je pense aussi, ce qui influence Constant, c'est que il y a quand même une série de très 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 haut niveau, et ça a pu avoir de l'influence. C'est pas juste un match comme ça, c'est une série de très très haut niveau d'Anthony Edwards. Par rapport à Edwards, parce que moi j'ai eu les Wolves en fin de saison pour nos previews, donc j'ai vu pas mal d'Anthony Edwards. Moi c'est le playmaking en fait. Je parle de cette deuxième compétence, elle est pas encore là. C'est pas au niveau d'une deuxième compétence, mais c'est une vraie progression au playmaking qui a fait de lui un joueur que les défenses peuvent plus défendre comme avant, où elle lui envoyait parfois, elle le blitzait, elle le trappait, et Anthony Edwards perdait des ballons, etc. Ce qui est un peu une espèce de tradition du côté des Wolves. C'est plus possible. Voilà. Anthony Edwards fait le taf. Et deuxième chose, je pense qu'il est haut chez les auditeurs parce que je vais transformer une expression qui est un peu consacrée dans le DH20. Il y a quelques années, Elias avait parlé de flash de meilleur joueur du monde. C'est pas ça, Anthony Edwards, c'est des flashs de première option d'une équipe très très forte. En fait, il y a des flashs de fou furieux, Anthony Edwards. Le problème, c'est que c'est des flashs pour l'instant. Et c'est pour ça que chez moi, il est pas top 10 DH20, contrairement aux auditeurs. C'est parce que je considère dans ma manière de classer que il faut plus de régularité. Il y a encore, tu l'as dit, le choix au niveau des shoots. Ses creux sont hyper bas offensivement, lui. En fait, c'est pas globalement, mais ses creux offensifs sont peut-être parmi les plus bas de tous les joueurs du DH20, ce qui est un vrai problème. Et le fait est qu'il y a le plancher défensif qui lui permet de rester là. Mais je pense que c'est ça. Il y a une propagande américaine, clairement. On l'a tous dit ici. Et il y a vraiment le fait d'avoir une série marquante. Voilà. Les gens, si tu leur parles de série marquante cette année, ils vont te parler de la série d'Anthony Edwards contre les Suns, je pense. Juste rajouter un tout dernier truc avant de me taire sur le cas Anthony Edwards. La deuxième compétence pour moi, c'est clairement la défense. Et au niveau du playmaking, moi j'ai plus de réserves, on va dire, que l'avis général sur le playmaking d'Anthony Edwards. Mais pour revenir sur un point qu'on a déjà cité, je trouve que le playmaking de Jalen Brunson, par exemple, est meilleur que le playmaking d'Anthony Edwards. Ah, largement. Pour moi, assez loin. Oui. Mais du coup,
tu vois, pour dire que on considérait même pas le playmaking de Jalen Brunson comme une deuxième compétence, alors que le playmaking de Brunson est meilleur que celui d'Anthony Edwards. Donc d'ici à ce que ça devienne une troisième compétence, il y a encore un sacré bout de chemin. Je me tais. Compris, Tom, tu as ajouté quelque chose? Je dirais que, voilà, offensivement, comme tu l'as dit, hein, Ben, c'est le joueur qui a le plus gros écart type entre ses hauts et ses bas, entre sa version plancher et sa version plafond. C'est un joueur à risque, en fait. C'est un joueur à risque et je pense que, en fait, sa saison ressemble beaucoup à la saison de Ja Morant il y a 2 ans, où Ja Morant rentre vraiment en grande pompe dans le VH20. Il y a du spectacle, comme tu l'as dit, Constant, il y a de la défense et du playmaking défensif. Et surtout, c'est un joueur qui permet à une équipe totalement défensive de fonctionner et où la défense est importante. C'est-à-dire que si c'était un moins bon défenseur, mais un peu meilleur attaquant, je pense pas que les Wolves seraient meilleurs par rapport à la notion de défense. Notamment sur le poste sur lequel il joue, quoi. Ouais, bon, comme d'habitude, quand on prend la parole en dernier, je vais pas refaire le résumé. C'est vrai que forcément, on compense un peu les Américains. On a vu les quelques limites quand la charge devait un peu trop lourde offensivement dans ces playoffs. Difficile de croire au shotmaking sur la longueur, mais sur cette histoire de flash, quand même, les flashs sont quand même très très hauts. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, comme tu dis Ben, c'est une série, mais il y a aussi quelque chose. Alors ça va avec sa gestuelle aussi, Anthony Edwards, avec sa gestuelle et son caractère de, passez-moi l'expression, mais de sale con, hein, qui lui sert aussi d'ailleurs un petit peu sur le terrain, mais qui lui donne un charisme. On a eu ce truc de, tiens, pour prendre l'expression, on avait Michael Jordan déguisé Anthony Edwards, si on veut, pendant quelques temps. Non. Mais je sais quoi. Mais bien sûr. Le next Michael Jordan, là, on l'a entendu. Non, mais justement, en fait, c'est aussi ce qui fait la NBA. Est-ce que c'est une vraie qualité pour les. Enfin, est-ce que c'est sur quelque chose, ça se base sur quelque chose de très tangible, des résultats basket, des qualités? Pas forcément. Même si un petit peu, comme on le disait, il y a quand même. Voilà. Encore une fois, on est dans le gratin de la NBA. Alors, c'est pas forcément les vrais résultats basket, mais c'est aussi ce qui fait le sel de la NBA. Ces playoffs 2023-2024, sans Anthony Edwards, on s'ennuie un petit peu plus quand même, mine de rien. Ça fait aussi partie des raisons qui font qu'on aime la NBA, ce type de joueur-là, avec son côté spectaculaire, son côté je me prends la mission défensive sur les extérieurs, etc. Alors oui, là on est sur quelque chose d'un peu plus intangible, mais je comprends, voilà, je vais faire l'avocat de nos auditeurs, etc. Mais je comprends l'envie de voir Anthony Edwards comme un visage régulier, le visage de la Ligue, ça c'est les Américains, mais en tout cas un visage régulier dans les playoffs NBA comme une des stars de la NBA. Voilà, est-ce que sur la longueur, on aura la qualité qu'on a eue sur quelques flashs? Personnellement, voilà, je ne l'ai pas plus haut dans les noms qu'on a cités jusque-là, c'est celui que j'ai derrière, sauf Booker évidemment sanctionné. Mais voilà, on ne sait jamais. Et je comprends. Je vais faire peut-être sauter les auditeurs ou les anciens au plafond, mais est-ce que Anthony Edwards, alors avec le jeu NBA de 2024, mais puisqu'on parlait de flash en plus, wink wink, est-ce qu'il n'a pas un petit côté Dwayne Wade aussi? Mais Young Dwayne Wade, c'est-à-dire joueur hyper explosif qui éclot très rapidement, très jeune, qui est au niveau du playmaking, qui est pas forcément très bon, mais qui est quand même bon défenseur et qui repose beaucoup sur les capacités athlétiques, sauf que, à la différence de Dwayne Wade, je trouve qu'il a pas encore la malice, on va dire, qu'a pu avoir Dwayne Wade dans ses jeunes années pour aller au niveau de la provocation de lancer, quand bien même il a progressé cette année. Je pensais que tu allais nous amener quelque part d'autre. Je pensais que tu allais citer un autre ancien. Derrick Rose. Mentality pour cocher toutes les cases. Derrick Rose. Après, je trouve que Wade était un joueur meilleur. Après, il est arrivé plus vieux aussi. Tu vois, il est arrivé un petit peu plus vieux qu'Anthony Edwards et pas forcément en termes de niveau, mais plus dans le profil type. C'est-à-dire que joueur qui est très athlétique, bon défenseur, playmaking correct, il dénote un peu, on va dire, dans son profil, de tous les profils de guard qu'on peut avoir dans la NBA actuelle, ce qui était un peu le cas, entre guillemets, de Dwayne Wade. Entre guillemets, à l'époque où il est arrivé, je trouve que les deux sont des profils assez rares finalement. Quand tu combines toutes leurs qualités, c'est des profils qui sont assez rares et du coup qui sont potentiellement assez similaires, même si forcément Anthony Edwards est arrivé 17 ans après Dwayne Wade, donc le volume à 3 points est un peu plus élevé. Il est un peu plus dans le jeu, on va dire, de l'époque, mais dans, on va dire, l'exceptionnalité du profil, ou en tout cas dans la démarcation vis-à-vis
des autres profils ou du profil typique de joueur à son poste, notamment dans le DH20. Vous regardez que ce soit Devin Booker ou Jalen Brunson ou Donovan Mitchell, pour moi, ces 3 joueurs-là sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont du profil d'Anthony Edwards. On laissera les auditeurs nous réagir dans les commentaires. Voilà, parce que tu nous as pris un peu de cours là. Juste une chose, je pense, sur Anthony Edwards, il y a aussi l'aspect... On parlait des limites structurelles de certains joueurs. Lui, structurellement, il n'y a pas de limite en fait. C'est-à-dire qu'il y a des limites en termes de compétences, mais en fait, tu peux pas dire... Il n'y a pas de limite physique ou structurelle au fait qu'il soit top X rapidement. C'est peut-être là aussi où il y a peut-être... Il faut aussi remarquer qu'après plusieurs années de vote, on remarque que très souvent, dans le vote du public, il y a une anticipation de progression de certains profils. Parfois, les auditeurs vont avoir la chute d'un joueur 1 an avant ce qu'on considère comme sa chute et on va dire son ascension peut-être un peu avant. Par exemple, prenons le cas d'Anthony Edwards qui est déjà 21e chez les auditeurs la saison dernière, alors que chez nous, il était juste chez Gabin à cette époque-là. Enchaînons avec un joueur qui, lui, y est depuis pas mal de temps dans le DH20. Il est là, il est bien. Tom, il est bien, il est posé, il est tranquille. Pas. Tom, t'as voulu en parler, c'est parfait parce que on va dire que c'était pas le joueur qui inspirait le plus. C'est Anthony Davis qui était 5e. Vous vous souvenez de ce... Alors, il y avait que Adrien... C'est à la sortie de la bulle. La sortie de la bulle où quand même... quel scandale. On revient au shot making, à la campagne au shot making. C'était devenu Kevin Durant en attaque. Kevin Durant, égalité avec Giannis à cette époque-là. Du coup, 5e du DH20 en 2020, 8e en 2021, 15e en 2022, il était remonté à la 11e place en 2023. Il est donc à nouveau 11e du DH20. Et alors, je vous avais parlé les gars de Donovan Mitchell, là c'est encore plus fort. 12e chez les auditeurs en 2023, 92% des votes. 12e chez les auditeurs en 2024, 92% des votes. La même chose. La constance. Si on regarde du coup le détail des votes par rapport à Anthony Davis, là c'est aussi marrant, c'est-à-dire que Adrien, tu l'as 12e, je l'ai 13e, Constant, tu l'as 11e, Madiane l'a 12e, Tom l'a 13e, les auditeurs l'ont 12e. Voilà, on est entre 11 et 13. Voilà, concrètement. Tom, parle-nous d'Anthony Davis, je t'en prie. En fait, Anthony Davis, je pense qu'il est là où est le plafond pour les talents dépendants. C'est un joueur qui, quand même, a à peu près 70% de ses tirs qui sont assistés. Et à ce niveau du DH20, tu peux pas aller plus haut. En fait, tu peux pas aller plus haut vu à quel point on valorise la notion de création offensive, même si tu es l'un des meilleurs défenseurs du monde. Encore une fois, cette saison, grosse saison de haut niveau pour moi d'Anthony Davis, All-NBA Second Team, vraiment l'un des meilleurs intérieurs défensifs qu'on a pu avoir cette saison avec des prestations et une polyvalence exceptionnelle sur toute la saison. Quelque chose qui lui était souvent reproché et qu'on n'a pas eu cette année, c'est le nombre de minutes. 2700 minutes pour Anthony Davis, c'est le 12e total de NBA cette saison. Le seul intérieur qui a joué plus que lui, c'est Nikola Jokic. Donc c'est pour vous classer c'est pour vous montrer à quel point avoir un joueur sur l'année qui s'est écoulée, avoir un joueur avec une telle valeur structurelle défensive qui joue tant de minutes, c'est des minutes qui sont pas jouées par des profils qui sont bien moins bons et qui te garantissent un certain plancher. Donc pour moi c'est logique qu'il se trouve là, même si je reste un peu sur ma fin sur le jeu offensif parce que non seulement il y a moins de tirs assistés, il y a la plupart de ces tirs non assistés, ça va être des tippings. Et en plus de ça, sur la partie jeu offensif, je trouve que le shoot disparaît. Il y a moins de shooting. Et ça, c'est quelque chose qui me pose problème et qui pour moi, crée un plafond de verre pour le type de joueur qu'est Anthony Davis aujourd'hui. En un mot, moi, j'avais noté une petite chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, c'est le cas Booker déjà acté, Anthony Davis. C'est pour ça qu'il est là. C'est-à-dire qu'il y a eu cette période, on en a parlé d'ailleurs dans le DH20, où on se posait la question aux Lakers, ça devait être la passation de pouvoir avec LeBron James et il devait passer au-dessus et ça devait devenir l'équipe d'Anthony Davis avec vieux LeBron James pour l'accompagner. Ça n'a jamais été le cas, sauf que maintenant, on en est sorti de ça. Il y a eu l'histoire de la bulle où on y a cru et on en est sorti de ça. Donc maintenant, chez à peu près tout le monde, parce que oui, spoiler, LeBron James fait encore partie du DH20, chez tout le monde, Anthony Davis est derrière, c'est la deuxième option. C'est un magnifique défenseur, comme tu l'as dit Tom, c'est peut-être un des défenseurs les plus versatiles, les plus switchables de la ligue. C'est-à-dire
Tu as Anthony Davis sur le terrain, tu n'as peur de rien défensivement. Il a toutes ses qualités. Je ne vais pas refaire le monologue de Tom. On connaît Anthony Davis. Il est à sa place et il est l'espèce de maître étalon de est-ce que tu es le deuxième joueur de ton équipe derrière les grandes premières options dont on va parler élite, ou est-ce que tu es le cran d'en dessous? C'est-à-dire que si tu es le cran d'en dessous et que tu es première option, c'est que tu as certaines lacunes dont tu parlais, Ben. Tu es ces premières options avec des claires faiblesses. Au-dessus, tu commences déjà à être à un autre statut, en tout cas pour moi. Ça vous surprend pas, je reste avec toi, Adrien, ça surprend pas qu'il y ait quand même une telle unanimité sur le fait qu'il soit derrière LeBron? Parce que je pense que si on s'adresse à la fanbase des Lakers, on nous défendrait sûrement le fait que sur cette année, LeBron est meilleur. En fait, le fait que ça soit si clair, moi, ça m'a étonné. Et ça fait partie des choses qui m'ont étonné que personne ne mette Davis devant LeBron. C'est ce que disait Tom. Je pense que ça résume le dernier point de Tom. C'est parce que dans l'esprit général, la première option, c'est pas forcément le joueur le plus important sur le terrain, comme par exemple la question qui se posait avec Rudy Gobert par rapport à Donovan Mitchell au Jazz à l'époque. C'est que dans l'esprit général, la première option, c'est celui qui a la plus forte charge offensive, en fait, tout simplement. Et avec la disparition de Anthony Davis, le shooter, déjà dans les faits, mais aussi dans l'esprit, c'est-à-dire que ça y est, on est sorti. C'est aussi, c'est la deuxième fois qu'on évoque cette option dans le DH20 aujourd'hui, même si je pense qu'on en reparlera, de l'âge. C'est-à-dire que ça y est, on en est sorti d'Anthony Davis. Potentiellement, il pourrait devenir X ou Y. Non, ça y est, maintenant on sait qu'Anthony Davis n'est pas un shooter. Il a l'air de lui aussi presque l'acter, peut-être trop, comme disait Tom. Et à partir du moment où offensivement, tu es un joueur talent dépendant, je reprends aussi l'expression de Tom, eh bien, on ne te considère pas dans l'inconscient collectif, mais aussi dans le mien, d'ailleurs, je le dis honnêtement, comme une première option. Et donc, LeBron James reste devant ne serait-ce que dans l'idée, en fait, plus que dans les faits. C'est Giannisisé cette saison, Anthony Davis, c'est-à-dire qu'il a abandonné le pull-up. Vraiment, ça va faire plaisir à Ben en plus. Non, mais moi je citerai bien sûr cette phrase de Matt Moore, à Board Parausis, sur Twitter, qui me fait mourir de rire à chaque fois. Anthony Davis est un des 5 meilleurs défenseurs du monde lorsqu'il joue un mardi soir sur NBA TV face à une équipe à moins de 50% de victoire. Voilà, moi c'est une phrase qui me fait mourir de rire, avec lequel je suis pas du tout en accord, mais cette phrase-là, je l'adore parce que pour moi ça résume un peu tout le paradoxe Anthony Davis. J'ai pas grand-chose à dire sur Anthony Davis parce que c'est son classement à peu près tous les ans, Anthony Davis. La seule différence, tu vois, tu parlais Ben du fait qu'on l'avait unanimement mis derrière LeBron. Il me semble que l'an dernier, je l'avais devant LeBron et que j'ai repassé LeBron devant Eddie cette saison. Je trouve que c'est un joueur qui, en fait, est là. La VAR confirme. Ouais, voilà, la VAR confirme. Mais pour moi, c'est difficile, on va dire, d'évoquer Anthony Davis dans le DH20 sans évoquer directement LeBron James aussi. Mais un petit point, c'est que je pense que le classement d'Anthony Davis est un peu acquis. C'est-à-dire que le joueur Anthony Davis, son niveau est acquis. Et comme il y a assez peu, on va dire, de creux et assez peu de plafond, du coup, son classement d'année en année reste un peu le même et est beaucoup moins sujet aux résultats collectifs de son équipe que chez certains joueurs. C'est-à-dire que le classement de Devin Booker cette saison, comme je l'ai dit, est aussi impacté par l'absence, on va dire, de résultats collectifs du côté des Suns ou par la saison décevante. Là où je trouve que Anthony Davis est globalement, à partir du range d'Anthony Davis, on rentre dans cette partie du classement où les résultats collectifs sont beaucoup moins des facteurs de changement de position dans le classement des H20 que tout le reste des joueurs dans lequel on a parlé, que ce soit Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, ou même ceux qui sont en face des H20, les Jamal Murray d'année en année, les Bam Adebayo, etc., etc. Voilà, je trouve que c'est un des premiers joueurs dans le DH20 qui est vraiment, peut-être avec Donovan Mitchell aussi, qui est vraiment acquis dans sa position. Et là aussi, avec une marge d'évolution au niveau des positions d'une année sur l'autre qui est de 2 places quand il fait une campagne de play-off comme en 2023 à 2 places en moins comme ça peut être le cas cette année. C'est le Paul George d'il y a 2-3 ans. Oh Tom, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est fou. Oui, c'est ça. Des années de podcast commun. C'est exactement ça. C'est le mec qui il va rester à cette place-là. Il sert, comme vous l'avez tous très bien dit, un peu de bascule. En termes de points, ça se retrouve. C'est un peu la bascule Anthony Davis. Et je tiens juste à dire un truc aussi, c'est le premier intérieur humain, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, des intérieurs, après, il n'y en a plus que 2. En fait, ou 3, ça dépend ce que tu fais avec Giannis. 3.
les autres sont très 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 hauts dans le DH20 et les autres sont tous des mecs qui sont candidats MVP et qui ont tous eu le MVP en fait, là où Eddie a pas été dans cette discussion-là. Donc c'est aussi un peu, et c'est là où le comparatif avec Paul George est intéressant, c'est que c'était un peu la situation de Paul George à l'aile, c'est-à-dire que les mecs devant lui c'était tous des mutants et c'était le seul qui... Alors, si, il y a peut-être un moment sur une saison où il était plus proche du MVP que ne l'a jamais été. C'est vrai, je te l'accorde, Constant. Il n'a jamais été Anthony Davis, mais il y avait ce truc-là de dire qu'à ta position, les mecs au-dessus de toi sont tous des mutants et tu feras pas ça tout en ayant ce rôle-là de mec à la sortie du top 10 qui a beaucoup existé. Hein. Ça a été un Paul George, ça a été un Demi Lillard. Peut-être qu'on vous invite à réagir, peut-être que c'est une des faiblesses de notre classement, que ce genre de joueur-là devrait sortir, mais c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de classements à droite à gauche. Il y a des joueurs constantes, voilà, comme ça. Eh bien, enchaînons. Alors là, on prend en termes de moyenne d'âge, on prend un peu de coup parce que là, on était sur du Anthony Edwards, Anthony Edwards, on était sur du Jalen Brunson, Devin Booker qui sont encore relativement jeunes. Là, on passe à l'autre côté en fait. Hein. On passe du spectre. Exactement. On va commencer avec un joueur qui est toujours très difficile à classer dans les DH20, c'est Kawhi Leonard. 3e en 2020, 6e en 2021. 10e en 2022 et en 2023. Alors, on vous rappelle ce qu'on avait fait un petit peu cette place fantôme avec Kawhi où on l'avait classé sans le classer. On l'avait donc, pour ceux qui nous écoutaient pas à cette époque, on l'avait tous classé une place, mais en partant, voilà, du principe qu'il était en bonne santé, etc., sans pour autant l'inclure dans le DH20 final. Voilà, c'était un petit compromis qu'on avait fait. Cette année, pas de compromis, parce que il a joué, Kawhi Leonard, mais il y a toujours ce truc dans le classement des auditeurs avec Kawhi, c'est que c'est un profil particulier. Parce qu'en fait, il était 14e la saison dernière, présent dans 80% des bulletins. Ce qui m'a très surpris cette année, c'est qu'il est 14e aussi, mais présent dans 76% des bulletins, alors qu'il a le plus joué. Petit paradoxe. Mais en fait, le paradoxe de Kawhi, c'est que cette 14e place veut rien dire, parce qu'il y a des gens qui vont le mettre top 5. Voilà, il y a des gens qui vont le mettre très très haut. Et il y a des gens qui vont le mettre très très bas, ou qui vont carrément le sortir et nous l'expliquer dans les commentaires des gens en disant, moi, j'ai un problème avec les blessures et c'est un parti pris de pas le mettre. Voilà, donc c'est la situation actuelle vers laquelle on est. Quelqu'un veut parler de Kawhi, les gars, parce que paradoxalement, alors oui, il y a la blessure en playoff, mais sur la saison régulière, c'est peut-être la première fois depuis quelques années qu'on pouvait vraiment le juger. Et ça, c'est une première victoire en soi. Constant, t'as un peu rigolé, donc je suis obligé de te lancer toi. Moi, je rigole du niveau de Kawhi Leonard en saison régulière. C'est-à-dire que c'est il est 7e chez moi. À un moment, il était 6e. Et vous savez tous quel est mon 6e. Il était devant ce joueur-là. Et pendant très longtemps, à un moment, j'ai fait, faut peut-être que t'arrêtes de déconner quand même. On en parlera quand on évoquera celui qui est officiellement 6e dans mon DH20. Je me suis dit, faut peut-être que t'arrêtes de déconner, mon vieux. Non, mais Kawhi Leonard, pour moi, est un pur point de contradiction dans mon DH20. C'est-à-dire que charge offensive, elle est pas du tout au niveau des joueurs qu'on a déjà cités ou qu'on va citer après. Capacité, on va dire, à porter son équipe dans les moments difficiles, comme il est pas là en playoff, on peut pas le juger. Mais par contre, moi, il y a un truc où vraiment, on est, encore une fois, sur un défenseur toujours aussi bon, même si là, pour le coup, je vais faire mon Matt Moore. Pour moi, Kawhi Leonard est toujours un des 5 meilleurs défenseurs sur les extérieurs en NBA lorsqu'il y a 5 points d'écart avec 3 minutes à jouer dans le 4e quart-temps. En dehors de ça, c'est quand même moins fort que ce que c'était, mais en même temps, il était à un tel niveau que c'est difficile de garder à ce niveau-là. Au niveau du playmaking, il a été impacté par l'arrivée de James Harden où on a vu sur les 2 premières années aux Clippers, il était bien mieux en termes de playmaking que ce qu'il avait été aux Spurs. Là, forcément, tu as un playmaker aussi fort que James Harden. Du coup, Kawhi Leonard s'est retrouvé peut-être un petit peu délaissé au niveau du playmaking. Par contre, on est toujours sur l'un, si ce n'est le meilleur joueur d'isolation de toute la NBA, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez le point par possession, Kawhi Leonard est à 1,20 points par possession en isolation sur la saison régulière. Il est premier parmi ceux qui ont le plus gros taux de possession jouée en termes d'isolation. Donc, pour moi, on est encore sur un scoreur implacable, on est encore sur un scoreur qui est très difficile à arrêter, un défenseur très bon. Donc oui, pour moi, je le garde à la 7e place. Ça va peut-être paraître complètement ubuesque pour certains qui vont se dire non, Kawhi Leonard n'est jamais là en playoff, donc en fait, comment tu peux le classer aussi haut? Mais pour moi, et j'en avais parlé lorsqu'on avait fait l'épisode draft aussi. Malgré les blessures, malgré l'absence de playoff, je considère toujours que Kawhi Leonard est un des 10 meilleurs joueurs NBA et dans mon classement est un des 7 meilleurs joueurs NBA. Petit rappel des classements que je n'ai pas fait pour l'instant. Tu l'as dit, Constant, 7e chez toi, 7e chez Tom.
8e chez toi, Adrien, 9e chez moi, 10e chez moi, pardon. Et c'est là où il y a une double influence dans ce classement. C'est peut-être le joueur dans ceux du haut qui a le plus gros écart type parce qu'il est, on l'a dit, 14e chez les auditeurs et il est 19e chez Madiane. Donc c'est vraiment cette 19e place qui le tue parce qu'autrement, ça aurait peut-être été le dernier joueur de cet épisode d'aujourd'hui. C'est peut-être lui qui était promis à la 7e place. Adrien, Tom, je sais pas, je vais partir. Tom a démuté, je vais lancer Tom. Tom, c'est toujours pas un verbe, hein, je l'ai répété déjà une deuxième fois. Tom, du coup, comme tu as tous les DH20 dans ton escarcelle, est-ce que c'était celui où ça a été le plus facile de juger Kawhi pour toi aussi? Oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup de matière. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a produit en saison régulière. Et comme je l'ai dit vraiment dans le premier épisode, hein, que j'ai redonné un petit peu plus de valeur à la saison régulière cette saison par rapport aux saisons précédentes. Et malheureusement, Kawhi n'a pas été présent encore une fois en playoff. Mais c'est vrai que ce qu'il a montré sur la saison régulière était assez exceptionnel, hein, comme tu le disais, Constant. Moi, quand je regardais Kawhi en saison régulière, j'avais l'impression que c'était Hitman, tu vois. C'est vraiment l'assassin silencieux. C'est-à-dire que il y a la possession qui se déroule, il récupère la balle, 2 dribbles, elbow jumper, c'est dedans. Il n'a pas besoin de beaucoup de touches pour faire mouche très rapidement. Et défensivement, il a été quand même solide. Et c'est ça aussi, c'est quelque chose qui peut, par exemple, en certains joueurs, ça peut poser problème, notamment dans la capacité d'aller dans ses spots. Kawhi, il a l'avantage d'avoir des capacités physiques hors normes où, en fait, il bouge littéralement les défenseurs quand ils viennent sur lui et il peut résister au contact et pour s'élever droit. Et du coup, ses tirs sont très peu perturbés. Et c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de moves pour pouvoir déclencher un tir. Avec ou sans l'attaquant, avec ou sans le défenseur devant lui. Et ça, je donne beaucoup de valeur à ça. Je suis bien d'accord, je vais faire rapide parce que je vais un peu parler, je crois, sur le joueur qui arrive. Mais pour moi, Kawhi, c'était vraiment le casse-tête. C'est vraiment un casse-tête. Alors oui, on a les fameux 2000 minutes, comme tu disais, comme tu le dis souvent, Tom. Cette année, il a joué, c'est la première fois qu'il joue autant depuis le titre à Toronto, hein, si je dis pas de bêtises. Et depuis l'année où il est top 3 du MVP aux Spurs. C'est dire, c'est encore pire que ça. Et quand il joue, tu l'as bien dit, Constant, il est magnifique. Ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vais être honnête, dans mon classement, si on prend quand le joueur est sur le terrain, il est meilleur que certains joueurs que j'ai au-dessus de lui. Quand il joue, il est meilleur. Il est encore dans cette catégorie. Tu parlais tout à l'heure, Ben, tu évoquais les mutants à l'aile. Il fait toujours partie de cette catégorie des mutants à l'aile. C'est surréaliste. Quand on le voit, on retrouve voilà, un des joueurs qui a réussi à être dans cette conversation à l'époque prime des LeBron et des KD, puisqu'on a déjà cité leur nom. Par contre, voilà, il est toujours absent quand il faut. Tom vient de lien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est encore absent. Donc pour moi, il a un tiers tout seul. J'ai défini une limite, une démarcation. Le tiers Kawhi. Voilà, le tiers Kawhi qui est au-dessus. Ce sont les options 1 d'équipes qui sont, alors pas forcément contender, mais à minima challenger sérieux pratiquement par leur présence. Voilà, Kawhi normalement fait partie de ceux-là. Pour moi, il fait la limite parce que il y a toujours cette question. C'est Kawhi Leonard. Là, on l'a eu, on l'a espéré. Et puis arrivé en bout de course, voilà, il y avait une espèce. Tout le monde était presque de soulagement ou d'exaspération. Genre oui, voilà, c'est Kawhi. Il y a plus Kawhi pour la fin. Et puis voilà, il y a plus Kawhi. On s'est habitué, quoi. Que dire après, je vous rejoins complètement. C'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que moi, dans ma théorie des creux, en fait, c'est des creux terrain. Donc, les creux terrain, Kawhi, il est dans les meilleurs parce qu'il n'y a pas de creux terrain, en fait. Mais il y a des creux hors terrain. C'est ça le problème de Kawhi, en fait. C'est que oui, il y a une espèce de côté implacable, je vais reprendre votre terme, il performe tout le temps. En fait. Voilà, il performe à une régularité folle. Donc, ça reste un casse-tête. Et je comprends certains auditeurs qui décident de le sortir parce que si tu prends un autre de mes critères qui est celui de, voilà, on peut compter sur toi pendant 82 matchs de saison régulière, encore plus pendant les playoffs, il répond pas à ce critère-là. Il répond pas. Le niveau terrain, tu l'as dit, Adrien, pour moi, si on prend le joueur quand il est tout le temps là, il est dans cette catégorie mutant, mais l'astérix est trop importante. En fait, c'est comme Steve Ballmer. Ouais, on salue Steve Ballmer, mais en fait, c'est quasiment le même point que ce qu'on avait dit l'an dernier, c'est-à-dire que, en fait, si Kawhi Leonard était présent en playoff, il est dans l'épisode d'après et il est même pas dans les premiers cités. Je pense qu'il est dans le top 5 du DH20. C'est juste que, il est pas présent en playoff. Donc, on va dire que là où les auditeurs le pénalisent très fortement sur son absence de performance en playoff, nous, on le pénalise, mais on le garde quand même très haut parce que, ça reste Kawhi Leonard lorsqu'il est présent sur le parc.
Et limite, s'il n'avait pas été mis 19e, hein, s'il n'avait pas été 19e, il est plus haut. Il est plus haut. Petite question, Constant. Ton prêt DH20, il est où, Kawhi, dans ton prêt DH20? On sait que tu fais un prêt DH20, on est plusieurs à le faire. Alors, dans mon prêt DH20, Kawhi Leonard, je vais te dire ça tout de suite, il est 1, 2, 3, 4, 5. Il est 5e. 5 QFD. Eh bien, continuons avec un joueur qui est habitué au DH20. Léger. Léger habitué. Je pense qu'on l'aurait fait depuis 20 ans, il serait tout le temps là. Ce joueur, c'est LeBron James. LeBron James qui était premier en 2020. LeBron James qui était deuxième en 2021, qui était sixième en 2022 et qui était donc 12e en 2023. Il se retrouve donc 9e. Petite montée pour LeBron James. Avant de parler des auditeurs, Adrien, je suis obligé d'aller vers toi. On avait un peu parlé avant de commencer le podcast sur qui vous voulez intervenir. Tu voulais intervenir sur LeBron qui a réussi une énième performance. Alors, je sais pas s'il va mettre ça dans son salon, le fait d'être remonté dans le DH20, je suis pas sûr, mais c'était un peu inattendu quand même. On va être très honnête, hein. On pensait tous plus ou moins qu'il allait continuer à descendre et il reprend 3 places. Évacuons tout de suite le sujet, parce que c'est le sujet central, c'est l'argument qui revient tout le temps, c'est celui de l'âge de LeBron James, de son âge et de sa 21e saison. Tu viens de récapituler les classements d'année en année. LeBron James commençait à amorcer, alors plus tard que tout le monde, mais commençait à amorcer une descente humaine petit à petit, et donc on semblait se diriger vers là. Il faut quand même saluer une 21e saison, tu as dit Constant, de très très haut niveau. Alors j'évacue tout de suite, oui, c'est la meilleure 21e saison de l'histoire. On parle de LeBron James, on s'est habitué, comme tu l'as dit, depuis 20 ans. On ne peut pas faire de... Voilà, les référentiels pour LeBron James sont différents. Maintenant, si on parle de ce qui s'est passé dans l'année, déjà, il a joué. Il a beaucoup joué. Il a joué 71 matchs. C'est son plus grand nombre de matchs depuis 2017-2018. Donc ça commence à faire beaucoup. Et il a été présent. Alors il a toujours... Ce n'est plus et ce ne sera plus. LeBron James ne va pas faire une remontée, rassurez-vous, en année 23. Il ne sera pas premier du DH20. Il ne peut plus assurer cette charge-là, notamment parce que physiquement, il a des limites. Vous allez sûrement en reparler, puis on en a déjà parlé dans les DH20 précédents. C'est de plus en plus compliqué, mais il a toujours une très grosse capacité, par exemple déjà à se créer des lancers francs, à aller chercher la faute. Il est toujours efficace, il est toujours un excellentissime playmaker, malgré un contexte, on en reparlera parce que c'est aussi quelque chose d'assez important. On a commencé à l'effleurer avec Anthony Davis parce que c'est quand même assez fou d'avoir 2 joueurs DH20 et une équipe qui performe si peu. Voilà, le contexte des Lakers est ce qu'il est, mais il est toujours un excellent playmaker, même s'il a besoin de quelqu'un d'autre. Voilà, maintenant on en arrive, mais c'est les limites physiques en fait qui commencent à arriver. On parle d'un joueur de 40 balais dans sa 21e saison. Par contre, dans les productions, c'est toujours un excellent finisseur au cercle. Il a, comme tout au long de sa carrière, continué à améliorer son tir à longue distance, son tir à 3 points. Alors, c'est sa meilleure saison à 3 points en carrière, mais c'est aussi celle où il a le plus de 3 points assistés. Donc, c'est aussi un peu plus simple, mais tout de même. Et c'est toujours un joueur extrêmement clutch. C'est-à-dire que LeBron James, c'est une assurance. Si on prend... Alors, c'est une stat, c'est toujours pareil. Quand on découpe les stats, on prend celle qui nous arrange. Mais j'en ai trouvé une qui m'arrange. Dans le 4e quart-temps, si on prend juste le scoring en 4e quart-temps, c'est le premier joueur de la ligue. C'est le meilleur score en 4e quart-temps de la ligue, tout simplement, LeBron James. Donc, quand tu as toutes ces capacités-là, avec les limites dont vous allez sûrement parler, je ne vais pas monopoliser la parole, eh bien, tu es dans le top 10 du DH20. Et pour terminer, puisque je fais aussi le lien avec Anthony Davis juste avant, ça ne fait plus de doute pour personne. C'est encore les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, et non pas l'inverse. Constant. Tom, je vais glisser une petite question, vous pourrez y répondre pendant que vous allez réagir à ce qu'a dit Adrien. Est-ce que, et beaucoup d'auditeurs nous le disent, c'est un des joueurs qui souvent se classe parmi ceux les plus difficiles à classer à cause du passif. Est-ce que c'est un truc qui, chez vous, vous ressentez, le passif? En fait, je pense que LeBron James, c'est de facto un des joueurs les plus difficiles à classer dans le DH20 parce qu'il est LeBron James. C'est-à-dire que d'un côté, il faut ne pas... on pourrait avoir ce réflexe que moi, je peux peut-être avoir inconsciemment, et je l'admets, de classer LeBron James plus bas parce que c'est LeBron James. Et qu'on est tellement habitué à l'excellence avec LeBron James que quand c'est des années où il est moins bien, on est en mode « je vais peut-être le mettre plus bas ». Alors qu'en vrai, il est peut-être meilleur que des joueurs qui vont être classés derrière lui. Et je pense que le moyen, entre guillemets, le plus objectif de classer LeBron James, c'est de s'en tenir strictement au fait d'une saison à l'autre et de pas essayer d'extrapoler. C'est-à-dire que, pour moi, LeBron James,
pourquoi il a regagné des places cette saison? Pour deux choses. C'est que il a réaugmenté son pourcentage de réussite, son pourcentage de réussite et de fréquence près du cercle. C'est-à-dire que normalement, quand tu es un joueur vieux, tu as plutôt tendance à t'éloigner du cercle. Et c'est l'année où, justement, LeBron James est repassé au-dessus du 50e centile à son poste en termes de pourcentage de tirs tentés près du cercle. Et en efficacité, il est passé il est toujours dans les standards très élevés, il est à 73% de réussite près du cercle. Et pourquoi il a augmenté? Parce que monsieur, si vous prenez les 130 joueurs qui ont tenté le plus de catch and shoot à 3 points cette saison, de toute la NBA, il est troisième en pourcentage de réussite, il est derrière Norman Powell et derrière Luke Kennard. Donc, en fait, oui, le catch and shoot de LeBron James, évidemment que c'est pas son niveau réel, mais on est obligé de juger sur ce qu'on a vu sur l'intégralité d'une saison. Alors oui, il prend que 184 tirs à 3 points, mais l'efficacité est là. Donc je trouve que LeBron James, il regagne des places parce que offensivement, je trouve que il a quand même repris un step qui était plus élevé que ce qu'il avait l'an dernier. Par contre, pourquoi il peut pas être plus haut? Parce qu'il y a toujours ce côté où c'est LeBron James, et comme j'avais dit pour James Harden, la chute de LeBron James, c'est pas tant son efficacité que le fait qu'il peut faire les choses qu'il était capable de faire avant sur un laps de temps plus court. Et je pense que c'est pour ça qu'il est à la 10e place. C'est que c'était déjà un truc qu'on avait vu l'an dernier. C'est un truc qu'on a toujours vu cette année, notamment en playoff. Moi, ça m'a pas mal marqué. Il y a beaucoup de séquences où je trouve soit essoufflé, soit ayant besoin un peu de séquences off, que ce soit offensivement, défensivement. Défensivement, d'ailleurs, il était meilleur cette année que ce qu'il était l'an dernier, beaucoup plus concerné. Donc voilà pourquoi, par exemple, il est repassé devant Anthony Davis pour moi cette saison, mais il crève toujours pas dans mon classement personnel, il reprend pas 4 places. C'est juste un petit mot, mais c'est ça, c'est ce qui joue contre lui, c'est la charge et la répétition. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus et on n'aura plus LeBron James qui contrôle un match de la minute 1 à la minute 48, du coup, sans problème. Maintenant, il a besoin de relais, et c'est ce qui lui pose une limite. Alors après, ça l'empêche pas, de par ses qualités, d'être devant certains dont on vient de dire qu'ils étaient capables d'assurer cette charge. Donc ça a quand même aussi un témoignage ça reste toujours un joueur excellent. C'est le Tom, je vais te relancer en notant un petit paradoxe, c'est que chez les auditeurs, LeBron a perdu des places. Il était 8e en 2023, il est 10e cette année, toujours présent dans 97-95% des bulletins. En gros, encore une fois, c'est le pourcentage d'oubli. Juste par rapport à ça, par rapport à LeBron, j'ai oublié ce que je voulais te dire, donc je vais te lancer. Tom, vas-y. Non, je trouve que là où le LeBron James va remonter un peu, c'est que par rapport à l'an dernier, c'est quelqu'un qui offensivement a été bien meilleur sur la saison, hein. Tu parlais de l'EFG tout à l'heure, Constant, c'est quelqu'un qui cette saison est passé a repassé la barre des 60% à l'EFG, là où l'année dernière il était à 55%. C'est quelqu'un qui a été très fort à 2 points, qui a été aussi fort à 3 points, tout en étant l'un des joueurs les moins assistés. Il y a que 49% de ses tirs qui sont assistés, LeBron James. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se crée son propre tir, qui a à se créer son propre tir une fois sur deux. Et voilà, c'est la charge de créateur avec un gros volume et de l'efficacité. Donc c'est ce qui fait que LeBron James s'est aussi remonté et s'est réinstallé parmi les créateurs d'élite offensivement, même si il peut pas le faire sur toute la durée. Mais quand il a globalement, son résumé, sa production de cette année le classe parmi les meilleurs créateurs et les meilleurs ball handlers de la saison. Et puis, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Alors, c'est un lieu commun, hein, mais le QI basket aussi. Genre sur les séquences défensives, par exemple, l'intelligence et en termes de placement, etc., c'est trop fort. En fait, sur les lectures, sur le pic, etc., c'est trop fort. C'est un truc qui lui permet... On parlait de place assurée dans le DH20, en fait, sur les capacités juste de lecture offensive et défensive, quand il s'y met, en fait, ça lui offre presque quasiment une place dans le DH20. En fait, c'est dans le DH20 du QI basket, il est top 3, en fait. Et... Par rapport à Anthony Edwards, on a parlé des pics. En fait, les pics de LeBron James sont encore des pics de... allez, top 5. Top 5. Ah, ça, je serais pas d'accord, les gars, sur ça. Je pense que les pics de LeBron James, franchement, les pics de LeBron James. Les pics sur un match, il y a des pics de top 5. Ouais, sur un match. Anthony Edwards, c'était peut-être la série. LeBron, c'est peut-être sur un match. Mais franchement, la série face aux Nuggets,
Il y a certaines séquences, notamment au match 4 ou au match 5, où c'est des pics de top 5 DH20, encore, je trouve. Surtout qu'il est beaucoup moins dépendant de la notion de shot-making, c'est-à-dire qu'Anthony Edwards. Là où Anthony Edwards, c'est est-ce qu'il met le tir ou pas. Mais le process, non mais le process est toujours compliqué, mais est-ce qu'il met le tir ou pas. Là où LeBron James, c'est vraiment, il te décortique, quoi. Il te décortique encore. Et c'est ça. C'est ça. Et malheureusement, il est parfois contraint de devoir faire trop de choses et c'est un peu dommage. Même si on a encore cette image de, c'est LeBron James, hein. Je sais pas si Ben, tu te souviens après le match 4 en 2000, après le match 4 en 2016. En 2016, quand je te regarde, je te dis, est-ce qu'on n'assiste pas au déclin de LeBron James? Voilà en 2024. Voilà en 2024. Et puis le match 5, 6 et 7 des finales 2016 de LeBron James, c'est vraiment le déclin en plus. C'est pas du tout le stretch de 3, enfin le meilleur stretch de 3 matchs de l'histoire du basketball, quoi, en plus. C'est bien. Je jure. Pour revenir en 2024, je trouve que c'est ce que tu dis, Tom, c'est l'illustration de les forces, les faiblesses de LeBron James, c'est ça, c'est par séquence. Je sais même pas si c'est par match, par séquence. Il est encore tout en haut des meilleurs joueurs et tu sens aussi ensuite des fois des moments où tu arrives au bout d'une séquence où il a encore envie, mais qu'il se rend compte lui-même qu'il doit lâcher la balle et qu'il va falloir que, je sais pas si c'est cardio, je sais pas si c'est musculaire, je sais pas, mais tu sens des moments où il se dit, là, il y a eu quelques matchs, comme tu disais, Constant, où bon, allez, vas-y, là on lâche tout, on trouve un second souffle, etc. Mais tu sens de plus en plus des moments où là, bon, bah, il va falloir que je lève un peu le pied et que quelqu'un vienne me soulager un petit peu la charge, parce que sinon je tiendrai pas sur les 48 minutes. Il y a aussi un peu un malheur de LeBron, c'est la constitution du DH20. C'est-à-dire que dans les moments où il met le pied sur l'accélérateur, très souvent, il est à l'ouest, donc il joue un des mecs qui est au-dessus. En fait, il y a très souvent où il joue un des joueurs qui est au-dessus dans le DH20. Et c'est un problème, en fait, pour lui. Ouais, en playoff, c'est un vrai problème pour lui. Après, juste une chose, je parle que de ma théorie, la théorie des creux, les creux de LeBron sont trop hauts aussi. C'est ça le truc, c'est que son QI basket lui permet d'avoir des creux qui, certes, si tu retires un petit peu ses côtés, voilà, capot qui chauffe, voilà, tout simplement, il a, en fait, son QI basket et le joueur qu'il est lui permet pas avoir des creux d'adresse. Tom, tu disais, Anthony Edwards, les jours où LeBron James ça rentre pas dedans comme ça a pu le faire cette année, il y aura toujours le playmaking qui lui permettra d'être un joueur ultra intéressant. Enchaînons par un autre joueur qui a lui aussi été premier d'un DH20 une année. Ce joueur, c'est Kevin Durant, qui se classe donc 8e. On est vraiment sur la vieille garde, hein, vous avez prévenu. Kevin Durant, qui était donc 2e en 2020, 1er en 2021, 4e en 2022, 9e en 2023, et qui regagne une place, là encore, petite surprise, hein, peut-être, le fait qu'il regagne une place. Il était présent, et c'est là encore une fois le paradoxe, c'est qu'il gagne une place chez nous, mais il en perd chez les auditeurs. Les auditeurs l'avaient cassé 6e, 99% des bulletins exprimés. Il est maintenant 9e. Il est eu 9e, c'est ça, chez les auditeurs, avec 95% des bulletins exprimés. Encore une fois, à partir de maintenant, je vais taire la stat des bulletins exprimés parce que vous êtes conscient qu'on est sur la marge d'erreur maintenant. Kevin Durant, les gars, qui veut en parler? Parce qu'il y a un truc assez intéressant qui s'est passé par rapport à KD. La saison dernière, je pense, un espèce de regret collectif. En tout cas, suite au DH20, on a écouté l'épisode. Et on s'est peut-être dit que sur KD, on l'a classé 11e, on a été un petit peu difficile. Et que là, il y a un consensus mou qui s'est opéré, c'est-à-dire que c'est assez fascinant de voir que il est 8e chez moi, 8e chez Madiane, et il est 9e partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on est sur un joueur qui a vraiment ce consensus-là. C'est le dernier joueur, tout le monde est fatigué. Qui veut partir sur KD, les gars? Allez, j'y vais, je me lance parce que j'ai senti une hésitation. Non, mais je vais faire assez rapide parce que j'ai pas énormément de choses à dire. Je tiens quand même à signaler que je l'avais 5e l'année dernière, que j'avais pas surréagi. Il descend notamment chez moi parce que les autres montent. Je pense que quand même, l'année dernière, pour prendre au sens général, mon cas personnel importe peu, il y avait cette sensation du début du déclin, on y revient. On est sur la vieille garde, de toute façon, moi il est dans mon tiers des vieux, j'y reviens, où on le voyait commencer à avoir moins de facilité à créer la séparation sur ces tirs. On disait, tiens, il met encore les tirs, mais c'est des tirs de plus en plus compliqués. Voilà. Et puis la charge défensive qu'il a pu avoir dernièrement, ces dernières années, dans ses différentes équipes, notamment aux Nets. Et là, on se disait aux Suns, ça va aussi être quelque chose d'un peu compliqué. Et finalement, en fait, ça va faire un peu effet miroir avec le cas Booker dont on parlait, avec les déceptions qu'on a eues globalement autour des Suns, le cas individuel de Kevin Durant revient en valeur. Alors, il ne crée pas plus de séparation, mais en fait, il met toujours les tirs. Donc, finalement, voilà, Kevin Durant est
peut-être. Alors voilà, je pense que à peu près chez tout le monde, il est unanimement parmi les, si ce n'est le plus grand shotmaker de l'histoire de la NBA. C'est une dinguerie, en fait, les tirs qu'il met. La difficulté des tirs qu'il prend, mais la régularité avec laquelle il les met, c'est n'importe quoi. Et cette capacité-là, bon, comme on commençait à douter l'année dernière en disant « Ah, ça devient dur, mais il les met encore, c'est peut-être une anomalie statistique. » Bon, 2 ans de suite, on est obligé de concéder que Kevin Durant, il les met, ses tirs, point barre. Et comme tu disais, Constant, maintenant, il faut le juger à l'année. Cette année, il les a mis les tirs, il est toujours capable d'assurer. Et avec les problèmes au niveau de la rotation intérieure des Suns, pour ne pas parler de la rotation globale d'ailleurs, mais notamment à l'intérieur, il a encore dû quand même assurer pas mal de boulot défensivement, au rebond, mais il est encore capable de le faire. Alors oui, il est dans la vieille garde, oui, c'est peut-être de plus en plus compliqué. Le fait est qu'en 2023-2024, l'individu, le joueur de basket individuel Kevin Durant au sein des Suns a quand même, et là moi je vais le faire le mauvais jeu de mots, Tom, a quand même rayonné, donc ce qui lui vaut une place quand même dans ce top 10 du DH. Ouais, il est tard, je viens seulement de comprendre pourquoi vous avez utilisé rayonner pour Booker. Soleil. Le soleil qui s'est levé. D'ailleurs, on remarquera sur YouTube, j'ai commencé la nuit, il fait jour maintenant. Est-ce qu'il y en a un de vous, Constant Tom, qui va me parler de tir au cercle? Parce que c'est un truc, Tom, je sais, on va en parler souvent sur KD et on vous a déjà parlé de ce site de statistiques Cleaning de glace. Il fait froid là, parce que quand il fait très très froid au cercle pour KD. Jamais. Il y va plus trop. Il y va plus que l'année dernière. Ouais, ce qui prouve vraiment qu'il n'y a absolument pas la saison dernière, parce que KD a peut-être cette propension à trop faire du mi-distance. Tom, est-ce que c'est un truc que tu prends en compte, ça, le manque de variété, qui a toujours été un truc plus ou moins présent chez KD, mais qui là devient un petit peu exagéré? Enfin, le truc, c'est qu'on avait... Ce qui fait qu'il se maintient chez moi, c'est le fait qu'il y joue beaucoup plus de minutes. On est sur l'un des plus gros temps de jeu de la saison dernière, là où l'année dernière, enfin de la saison écoulée, là où son année d'arrivée aux Suns, là, il a très très peu joué aux Suns, Kevin Durant. On a toujours ce shot making un petit peu moins étincelant. On a un retour de l'efficacité notamment au cercle, même s'il y va plus. Et c'est assez dommage. Mais après, encore une fois, je pense que Kevin Durant, c'est un joueur qui est tellement à l'aise pour faire des choses difficiles que il se prend pas la tête, quoi. Et je lance la balle, elle tombe dans le panier, super. C'est ça le truc avec Kevin Durant, c'est vraiment, c'est l'arme ultime au scoring. C'est l'arme ultime au scoring sans décalage, quoi. T'as pas de décalage qui est fait sur la possession, c'est quelqu'un qui va trouver une solution, ou du moins, ce que on va peut-être valoriser, c'est même pas si le shoot rentre ou pas, mais tu sais que Kevin Durant, il va déclencher le tir. Il va déclencher le tir quoi qu'il arrive, et c'est aussi c'est une de ses forces qui fait aussi une de ses faiblesses parce qu'il ne force rien, sauf que je pense que désormais il subit beaucoup trop ce que la défense lui impose, et on a pu le voir un peu en difficulté face à Anthony Edwards, notamment sur l'aspect physique, un peu aussi par rapport à Jaden McDaniels. Je pense que les pics de Kevin Durant sont toujours très hauts, mais là, on commence à avoir des bas un peu plus bas. Je vais te relancer, Constant. Je trouve aussi que, et c'est un truc qu'on a souvent mis en avant sur KD, il met les tirs où il veut, mais il a de moins en moins la capacité à se localiser où il veut sur le terrain. Il subit les spots, en fait, où il tire. Et ça, c'est un truc qui est, je pense, de plus en plus marquant dans KD, et il subit beaucoup le contact physique. Alors, on l'a toujours plus ou moins dit sur KD, mais là, pour moi, c'est acté depuis quelques années, mais chaque année, c'est de plus en plus marquant. Enfin, la série contre Minnesota en est l'exemple un peu parfait, constant. Kevin Durant. Je veux dire, alors, j'avais pas eu l'occasion d'intervenir sur l'épisode KD l'an dernier, mais je vais vous dire la même chose. Il met encore les tirs. Il met encore les tirs. Je veux bien qu'il y ait plus de séparation, que ce soit à mi-distance, mais c'est toujours l'un des joueurs les plus efficaces au niveau du pull-up. C'est toujours l'un des joueurs les plus efficaces à l'EFG, même s'il y a une vraie baisse d'efficacité cette année comparée à toutes les autres années en carrière de KD. Il faudrait quand même le mentionner. Mais je pense que KD, on est encore sur un joueur qui montre des limites, mais comme quasi tous les joueurs qu'on a cités finalement dans ce DH20, c'est-à-dire que défensivement, il a été bon cette saison du côté des Suns, là où les Wolves ont très bien joué la match-up en l'appliquant beaucoup plus sur le porteur et du coup en enlevant ce qui faisait ses qualités défensives. Et par exemple, pourquoi il reste classé assez haut comparé à Devin Booker, c'est que là aussi, je trouve que KD,
quand bien même c'est difficile pour lui, c'est un joueur assez prévisible, mais difficilement arrêtable, ce qui est aussi sa force au niveau de ses zones, c'est que quand il y avait des blessés, quand il n'y avait pas Bradley Beal, quand il n'y avait pas Devin Booker, quand il n'y avait pas Nusuf Nurkic, il a pris la responsabilité, il a pris la charge offensive de cette équipe des Suns. Je trouve que vraiment sur les playoffs face à Minnesota, on lui a tiré à boulet rouge peut-être de manière un peu sévère, je trouve. Notamment le game 1 où il se fait allumer alors qu'offensivement c'est l'un des seuls à tenir son rang du côté des Suns. Donc je trouve que KD, il doit pas tant cette place au fait de son niveau individuel, mais au fait qu'il y en a certains qui étaient plus haut que lui l'an dernier qui se retrouvent derrière. C'est-à-dire que c'est pas une place acquise par son niveau, c'est une place acquise par le déclassement d'autres joueurs que j'avais classés plus haut que lui l'an dernier. Et KD, il marque peut-être un petit peu cette deuxième séparation, on va dire. La première étant de Anthony Davis, de dire KD a été, il y a LeBron aussi. Allez, KD, LeBron, mais c'est bien que les deux soient côte à côte. Enfin, même avec Kawhi, le trio, de dire, ce sont des joueurs qui ont été surhumains il y a de ça quelques années, qui restent encore trop forts pour être vraiment considérés aux humains de deuxième partie de DH20, mais par contre qui ont un déclassement qui font que on peut plus vraiment les mettre avec les extraterrestres du top 7. J'ai envie de résumer pour moi, Ben, de dire, je t'en prie, je vais faire une phrase, c'est chez les vieux, c'est celui qui fait le moins peur. C'est-à-dire avec toutes ces limites là, chez les vieux dont on vient de parler, c'est celui, en tout cas pour moi, parce que je vois que ça donne ligne un peu partout, vous pourrez répondre, mais en tout cas pour moi, il est en haut de ce tiers, même s'ils sont tous côte à côte, parce que c'est lui qui me fait le moins peur sur la production l'année prochaine, modulo Kawhi Leonard, mais Kawhi, lui, la problématique, c'est est-ce qu'il sera là? Pour moi, Alors, c'est fait moins peur dans quel sens? Dans le sens de son déclin, enfin de sa production. Ah d'accord. D'accord, ok. Moi, j'ai compris qu'il fait le moins peur des quand tu joues. Ah non, pas du tout. Non, dans le sens contraire. Pour moi, c'était un compliment. C'est celui qui me fait le moins peur celui par qui rapport sera à son le plus régulier à son apport l'an prochain. Ah là, exactement. On peut se dire que même avec une baisse de la charge, Kevin Durant est censé bien se caler. Tu mets Kevin Durant dans un corner, je pense que ça va aller. Hein. Ça devrait aller. C'est là où je pense que c'est un peu le paradoxe qu'il dit, c'est que d'un côté, ça lui permet, c'est un peu une assurance vie pour lui dans le DH20 et de l'autre, désolé, j'adore réutiliser mes concepts, cette question de double compétence, KD, tu l'as dit, il s'est fait beaucoup tirer dessus aussi, je pense, parce que c'est l'absence de playmaking qu'on a aussi, on a critiqué Booker, on critique forcément KD, ça a jamais été, historiquement, il a été un meilleur playmaker avant, bien évidemment, mais ça a jamais été on n'a jamais vendu Kevin Durant sur le playmaking. Le côté défensif, vous l'avez dit, ça, c'est un peu un cheval de bataille pour moi depuis l'époque Nets. Je pense qu'en fait, KD, on met toujours en avant son rôle défensif pour un peu cacher en fait la perte de vitesse défensive de KD. En fait, c'est toujours depuis les Nets, c'est KD, on lui demande de faire beaucoup défensivement. Oui, mais et en fait, il est aussi concrètement moins bon défensivement. Il y a le rôle et pas bon. Et puissant, ça devient de plus en plus compliqué. Exactement. Enfin, il y a des profils qui pouvaient défendre, et c'est normal, encore une fois, c'est normal. Il y a des profils qui pouvaient défendre il y a quelques années, qui ne peuvent plus défendre. Et oui, il n'a pas été mis dans des rôles faciles ces dernières années, mais il y a une vraie baisse à ce niveau-là, et c'était ça la double compétence qui s'efface, en fait. Eh bien, messieurs, on est plus ou moins dans le timing du premier épisode. C'est incroyable. Professionnalisme incroyable. Je pense pas qu'on fera autant pour le dernier, mais on va voir. Alors, du coup, là, je mets les lunettes parce que c'est le moment où il faut pas faire de fumble sur la ligne des 1 yard en finale de conférence alors que tu as la meilleure équipe de ton histoire. Les flashbacks. Ou alors, faut pas mettre le pied, enfin, le pied doit pas toucher la ligne blanche quand t'es dans la end zone, parce que sinon, ça compte pas. Surtout quand t'as 2 lancers avant pour gagner le match. Bref, alors, je ne suis pas en dépression sur le football américain. Alors, enchaînons avec le classement du DH20. Ça me donne le sourire. 2024, on reprend. Du coup, Ja Morant s'était classé 21e, Jaylen Brown 20e, Victor Wembanyama 19e, Tyrese Haliburton 18e, Bam Adebayo 17e, Jimmy Butler 16e, Donovan Mitchell 15e, Jalen Brunson 14e, Devin Booker 13e, Anthony Edwards 12e, Anthony Davis, j'avais pas remarqué ça, 11e, Kawhi Leonard 10e, LeBron James 9e et Kevin Durant 8e. Pourquoi cet arrêt à la 8e place? Même raison que pour l'arrêt à la 16e place, le creux. Il y a un creux au niveau des points avec les 7 joueurs qui se classent au-dessus. Les 7 joueurs du DH20 qui, vous verrez, en fait, vous pouvez deviner les noms parce qu'il y a quand même des noms qui paraissent plus ou moins évidents, mais il y a eu des sauts de tiers, ça a déjà été vendu.
Il y a un joueur, voilà, on n'a toujours pas cité chez Gilius Alexander, qui lui, en termes de vote chez les auditeurs, a une espèce de régularité folle. Donc, en théorie, vous n'êtes pas surpris qu'on ait pas cité son nom. Ça colle au profil du joueur. Tu vois, la régularité, c'est vraiment, ça colle. Puis, vous pouvez deviner les 2-3 noms qui vont être discutés la semaine prochaine. Eh bien, merci Adrien, merci Constant, merci Tom. N'hésitez pas à réagir, que ça soit dans les commentaires sur YouTube. Encore une fois, on vous remercie pour l'engouement du premier épisode. Et puis aussi sur Twitter, on essaye toujours de dire « Je suis mea culpa généralisé. Je suis très mauvais pour répondre aux trucs. Je suis désolé. On a trop de trucs à faire en ce moment. Les visuels, les montages et tout. Il y a trop. Je remercie d'ailleurs Adrien, le roi de CapCut pour tout ça. En tout cas, on vous remercie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la révélation. Est-ce qu'il y a du suspense sur le numéro 1? Peut-être pas, mais sur la révélation des 7 premiers du DH20. Et puis d'ici là, nous, on va se reposer parce que c'est très, très fatigant. Et puis on vous dit à très vite. Salut! Salut!